Bonsoir à tous. Je vois que les connexions se sont stabilisées, donc je vous propose qu'on débute, que les prochains, ceux qui se connectent un petit peu en retard, nous prendront en chemin ce webinaire. Donc nous sommes sur le 8e webinaire organisé par FUSE dans le cadre des rencarts 2023, des rendez-vous d'orientation. Et le webinaire est consacré aux formations pour devenir enseignant. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement paysage euh, du métier d'enseignant en musique ou en danse est très large, que à la fois en termes d'employeurs, puisque les employeurs peuvent être à la fois soit des collectivités, soit l'État, soit des associations, soit des écoles privées, etc., voire directement des individus. C'est tout à fait possible aussi. Et aussi large par, du coup, les diplômes qui sont mis en œuvre, puisqu'on a des diplômes qui sont organisés par le ministère de la Culture et d'autres diplômes qui sont plutôt organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et on verra donc ces deux filières de formation à la pédagogie. Donc on vous laissera des temps de questions-réponses après chaque présentation euh, de, euh, des différentes filières de formation que nos intervenants vont vous présenter. Et je passe sans... Et donc, ces questions, on vous propose de les poser par le fil QR. On les prendra au fur et à mesure et on les lira pour vous. Je passe la parole sans plus attendre à Yannick Lefort qui va nous donner un petit peu c'est un paysage, nous décrire un peu le paysage de l'enseignement supérieur et de la formation à l'enseignement. Dans le cadre de l'enseignement supérieur culture, donc justement, et donc la formation des professeurs de conservatoire pour aller assez rapidement, euh, pour faire vite, sachant qu'on aura un petit peu plus tard la présentation des filières éducation nationale enseignement supérieur pour devenir professeur, donc préparer le CAPES et l'agrégation de professeurs de musique. Sans transition, plus de transition, je passe la parole à Yannick. Voilà. Alors, moi, j'ai un ordinateur très sécurisé et pour que Zoom puisse partager un écran, il faut que je redémarre Zoom. Je suis désolé, j'aurais dû faire l'essai tout à l'heure. Ça a fonctionné, mais ça ne fonctionnait pas pour ça. Alors, il faut que Pas de souci. Donc, je revienne. je vais en profiter pendant que vous redémarrez. J'arrive tout de suite. Je vais en profiter du coup pour rapidement présenter donc les différentes interventions. Ah, ben on a l'écran. Ça fonctionne? Oui, on a l'écran. Bon, bah, très bien. Alors, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, vous me voyez. Alors, eh ben, allons-y. Alors, plusieurs choses. Aujourd'hui, je parle en mon nom propre pour le CFLM de Normandie, qui est un établissement qui se trouve à Rouen, au sein de l'Université de Rouen, mais surtout au nom de l'ANESCAS. L'ANESCAS, c'est notre association nationale des établissements supérieurs culture, arts de la scène, c'est-à-dire tous les CFEDEM et pôles d'enseignement supérieur et CNSM de France. Donc, vous voyez la carte, je pense, maintenant sous vos yeux. Est-ce que c'est bien le cas? Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est un vaste réseau, vous pouvez imaginer, qui rassemble à la fois du cirque, de la musique, de la danse, pour les formations artistiques et pédagogiques. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il existe dans un paysage immense qu'est l'enseignement supérieur en France, qui va de bac plus 0 à bac plus 11 ou 12, et que cet enseignement supérieur a une chose tout à fait particulière, c'est qu'il est structuré dans le réseau européen avec un système qui s'appelle le système LMD, qui permet l'accès à des formations sans avoir à recommencer toute la formation qu'on a déjà eue. J'ai fait une partie de formation dans un pays, je peux la continuer dans un autre. J'ai fait une partie de formation dans un pôle d'enseignement supérieur, je peux en continuer une autre dans un autre,
etc. Et donc, ce système, le ministère de la Culture a peu à peu mis en place pour ses propres formations et il est extrêmement émancipateur car, bien sûr, il permet des poursuites d'études sans recommencement éternel comme certains d'entre nous ont pu le connaître lors de leurs études. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est fondé sur une logique qui est celle de l'approche par compétence, d'une part, c'est-à-dire que ce qu'on regarde, ce n'est pas seulement les contenus des formations, mais c'est aussi ce que les gens savent faire quand ils sortent. Et puis l'autre chose, c'est que, bien sûr, ça garantit la mobilité au niveau européen, mais l'autre chose, c'est que les établissements sont devenus autonomes, c'est-à-dire que le paysage de l'enseignement supérieur a accepté sa diversité et l'a même encouragée. Ce qui explique que des formations qui conduisent au diplôme d'état de professeur de danse à un endroit peuvent être différentes à un autre, mais plus encore, les diplômes d'état de professeur de musique à un endroit ou à un autre peuvent être très, très différents. En danse, ça l'est un peu moins parce qu'il y a un programme d'accès qui est prescrit par le ministère, mais en musique, c'est tout à fait le cas. Alors, on peut trouver, j'ai laissé les références sur la cartographie, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'ANESCAS, c'est le spectacle vivant. Le spectacle vivant en France, pour vous donner une idée des chiffres, voilà, l'enseignement supérieur en France, c'est 2 600 000 étudiants. L'enseignement supérieur du ministère de la Culture, c'est 35 à 37 000 étudiants. L'enseignement supérieur musique, danse, théâtre, art du cirque, marionnette, qui est le spectacle vivant, c'est 3 000 à 3 700 étudiants. Et dans les établissements, c'est 50 à 1 500 pour le plus gros d'entre nous, le CNSM de Paris, étudiants. Donc, vous voyez que ça ne représente pas énormément d'étudiants et pour autant, sur un plan symbolique, pour un pays comme le nôtre, évidemment, c'est tout à fait déterminant. Et alors, dans ce paysage immense, il y a 3 cycles d'études, c'est-à-dire Bac plus 3, c'est le premier cycle, Bac plus 5, c'est le deuxième cycle, et le troisième cycle, c'est le doctorat. Et l'essentiel des formations que nous portons, et notamment les formations de professeurs, se passe sur le premier cycle et un peu sur le second cycle, c'est-à-dire au niveau licence ou au niveau master. Et donc, on voit bien là, sur cette diapositive, vous avez des diplômes interprètes, diplôme national supérieur professionnel de musicien, danseur, comédien, artiste de cirque, acteur marionnettistes. Vous avez des diplômes d'état de professeur de musique, de danse, de théâtre et d'artiste de cirque. Et ensuite, en second cycle, enfin en deuxième cycle, puisqu'il y en a un troisième, les 2 conservatoires supérieurs délivrent des certificats d'aptitude dont vous avez parlé dans un autre webinaire, me semble-t-il. Alors, une petite chose sur la complexité de notre structuration. Je vous présente là un sandwich, mais c'est plutôt un sandwich avec beaucoup d'épaisseur. Et vous voyez que si vous regardez dans la colonne de gauche, vous voyez le système des crédits européens. Donc ça, c'est les crédits que l'on obtient chaque année que l'on passe dans un cursus. Juste au-dessus, vous avez la structuration de l'enseignement supérieur au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et vous voyez que si vous avancez vers la droite, vous avez licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2 et le doctorat 1, 2, 3. Et donc ça, c'est le schéma de Bologne, c'est le schéma le plus simple à lire. Mais malheureusement, ce schéma, il a dû se structurer dans un environnement supérieur préexistant au ministère de la Culture qui complique un petit peu les choses. Et qui était surtout structuré au départ, et qui l'est toujours, et heureusement, sur des diplômes professionnalisants. C'est ce qui explique que dans nos formations, on a un taux d'insertion professionnelle tout à fait exceptionnel. Les gens sont déjà en poste quand ils rentrent en formation, ou bien ils rentrent en formation, ils trouvent un poste. Nos formations ne suffisent pas à étancher la soif de nos diplômés dans le secteur. Et alors, si vous remontez un petit peu dans les strates, vous voyez qu'au ministère de la Culture, il y a 2 types de formations. Une formation disciplinaire. Et donc, si vous regardez côté enseignement supérieur, vous avez des NSP-M, mais ça peut être des NSP-D ou des NSP-C. D pour la danse, C pour comédien, AC pour artiste de cirque. Ensuite, des masters, des doctorats. La bande jaune, ça veut dire que c'est porté par les conservatoires supérieurs. La bande orange, c'est les pôles d'enseignement supérieur ou les CFEDEM. Et pour ce qui concerne les diplômes d'enseignants, eh bien, vous avez donc les diplômes d'État qui, eux, sont positionnés à Bac plus 2 pour la danse, mais un grand nombre d'établissements ont heureusement
combiné à une licence, ce qui fait que ça permet de dépasser cette petite limite qui existe encore pour le diplôme culture, et c'est positionné à Bac+3 déjà pour le diplôme musique. Que mes interlocuteurs de FUSE interlocutrices n'hésitent pas à m'interrompre si je suis trop long ou si ce n'est pas clair. Je souhaitais aussi dire dans ce schéma que la voie majoritaire d'insertion professionnelle pour nos anciens étudiants, ce sont surtout les collectivités locales qui recrutent et qui recrutent par concours. Donc, concours parce que les collectivités locales relèvent de la fonction publique dite territoriale, et dans une république comme la nôtre, l'accès à la fonction publique se fait par concours depuis des siècles, et c'est bien le principe. Ce qui fait qu'il y a des grades spécifiques qui existent pour les gens qui sortent avec un diplôme d'État ou avec un certificat d'aptitude. Mais c'est une voie majoritaire, en tout cas en nombre, pour les musiciens. Pour les danseurs, c'est un peu moins le cas, puisqu'il y a énormément d'associations. Pour le théâtre également, c'est moins le cas. Mais même pour les gens qui sortent avec un DUMI, les collectivités sont un vecteur d'emploi très, très significatif parce que eh bien, les diplômés savent conduire une mission de service public. C'est-à-dire que l'art et la culture en France, c'est porté par de l'argent public parce qu'on estime que c'est un service rendu que de former à la culture et aux pratiques des arts. Et on en est bien content d'ailleurs. Et ensuite, eh bien, évidemment, la strate du dessus, on a simplement positionné ce qu'était le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire où se passait maternelle, primaire, collège, lycée, pour voir à peu près avec les cycles dans un conservatoire où ça se situait. Il est entendu que tout cela est un schéma, c'est-à-dire que les situations individuelles, heureusement, dépassent. On peut commencer la musique à 14 ans, c'est-à-dire au collège ou plus tard, et tout de même réussir dans l'enseignement supérieur. Tout ça n'est qu'un schéma. Simplement, on a mis un point de jonction entre l'enseignement initial et l'enseignement supérieur avec le bac, ou l'équivalent, et puis le diplôme, le DEM, peut-être bientôt un diplôme national, le DEC ou le AT, bref, tout ce passage possible vers l'enseignement supérieur. Alors, les diplômes d'enseignement, ils se passent bien sûr, surtout en nombre, au niveau du DE et du CA, et puis du DUMI aussi, puisque les musiciens intervenants sont surtout des transmetteurs, et on en est content. Alors, autre chose importante, vous voyez sur ce schéma le système de voies d'accès au diplôme européen. Alors, vous remplacez diplôme par diplôme d'État, par certificat d'aptitude, par tout ce que vous voulez dans l'enseignement supérieur, et vous comprenez comment ça fonctionne. Si on prend de gauche à droite, vous ne voyez pas ma souris, je pense. Hein. Je partage l'écran. Si, vous voyez ma souris. Si. Il y a des voies d'accès, et ces voies d'accès rendent possible une formation. Les formations sont par unité d'enseignement, et puis à la fin, on est certifié et on obtient le diplôme. Mais quand on a le diplôme, si vous repassez au début, vous voyez, il y a marqué « autre diplôme ». Quand on a déjà un diplôme, eh bien, on a une validation des crédits européens, et à ce moment-là, on a une formation partielle dans laquelle, évidemment, ne figurent pas tous les contenus d'études. Et ça, c'est très pratique, et c'est ce qui rend possible à la fois la mobilité et à la fois des poursuites d'études et des parcours individualisés, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'histoire, puis de l'histoire romaine, puis etc., si on est en histoire, mais on peut faire la même chose pour la formation supérieure pratique d'artistes, musiciens, danseurs, artistes de cirque, etc., et aller vers la formation au diplôme d'État. Ce qui explique, par exemple, que dans un pôle d'enseignement supérieur en musique, vous pouvez suivre un DNSPM et ensuite suivre un cursus qui conduit au diplôme d'État en moins de temps que quelqu'un qui ne ferait que le diplôme d'État, puisqu'il y a des contenus qui sont communs. Et bien sûr, on les valide. Et enfin, il existe une autre voie d'accès au diplôme, c'est quand on a de l'expérience, on peut passer ce qui s'appelle une VAE, et c'est la ligne du bas qui rend possible d'obtenir le même diplôme. Et quand on l'obtient que partiellement, ben vous voyez une flèche qui revient
et qui permet de compléter ses compétences par une formation. Voilà le principe. Alors, pour ce qui concerne le diplôme d'État, l'État a changé beaucoup les choses. Le diplôme d'État de professeur de musique, l'État a changé énormément les choses puisque les diplômes d'État de professeur de piano, ça n'existe plus. On parle d'un diplôme d'État de professeur de musique. Et bien sûr, on est dans ce que le ministère a appelé une discipline, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec les disciplines universitaires, hein, mais ce sont des catégories. Donc, on enseigne un instrument dans une certaine esthétique, un certain type de pratique, classique à contemporain, musique ancienne, etc. Et puis des instruments. Et aujourd'hui, réglementairement, on peut obtenir, par exemple, un diplôme d'État de professeur de musique, enseignement instrumental ou vocal, classique à contemporain, piano, virgule, violon. Ça serait possible juridiquement. C'est un retour aux sources. Hein. Au XVIIIe siècle, les gens pouvaient jouer de plusieurs instruments. Et donc ça, c'est un enrichissement tout à fait significatif. Alors voilà, ça c'est pour les disciplines du DNSPM. Et on voit bien que la correspondance existe, mais elle n'est pas complète entre, je remets en arrière, le DE, vous voyez qu'en diplôme d'État, il y a enseignement instrumental ou vocal, formation musicale, écriture, culture musicale, accompagnement, direction d'ensemble, création musicale contemporaine, alors que pour le DNSPM, il manque encore quelques cases pour que ça soit parfaitement articulé. Voilà, alors pour le DNSP danse, je ne m'étends pas puisqu'il s'agit des formations à l'enseignement. Je pense que j'ai dit un grand nombre de choses. J'ai essayé d'être le plus bref possible et je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. C'est pas grave. Et on va laisser Fernando justement compléter avec les diplômes de l'enseignement supérieur et qui vont plutôt vers l'enseignement de l'éducation nationale. Et bonsoir à toutes et tous. Alors effectivement, je vais présenter en quelques mots l'accès au concours de recrutement pour enseigner donc, dans le cadre de l'éducation nationale. Donc pour me présenter, en fait, j'enseigne donc la musique à l'INSPE de l'Académie de Lyon, donc qui est rattachée à l'Université Lyon 1. Et pour le CAPES et l'agrégation d'éducation musicale et de musique pour l'agrégation, nous sommes en lien avec l'Université Lyon 2, qui est porteuse du parcours musique et musicologie. Donc, l'accès au CAPES et à l'agrégation se fait par des études universitaires qui sont souvent, enfin la majorité du temps, parallèles à une formation musicale en conservatoire chez les étudiants. Et donc, l'accès se fait à partir du master. Donc, en master, les étudiants ont le choix de plusieurs parcours qui leur sont proposés. Pour les étudiants qui passent le CAPES, le master qui est consacré donc, à la préparation du CAPES est le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, qui se fait donc en 2 années. Et durant ces 2 années, eh bien, nous travaillons avec les étudiants pour continuer à consolider, on va dire, leurs connaissances musicales, les encourager évidemment et puis leur permettre de continuer une pratique musicale par ailleurs, instrumentale, vocale et autres, hein, dont ils auront vraiment besoin pendant leur carrière d'enseignant. Et puis, on commence à travailler avec eux justement à entrer dans la dimension du métier, savoir ce que c'est qu'être enseignant et particulièrement être enseignant dans le cadre de la fonction publique d'État, donc à l'éducation nationale, que ce soit d'ailleurs pour des étudiants qui se destinent à enseigner dans le public ou dans le privé. Donc, les étudiants font 2 années de master. Nous leur permettons également, bien sûr, nous leur organisons plutôt des stages en établissement pour qu'ils se rendent compte aussi du métier, qu'ils aillent à la rencontre justement des enseignants en poste. Et durant leur 2e année, eh bien, les étudiants peuvent effectuer un stage soit en observation
ou directement en responsabilité sous la forme d'un contrat avec l'Éducation nationale à hauteur d'un tiers-temps, donc 6 heures par semaine. Et durant cette deuxième année de master, donc, les étudiants passent le concours, donc le CAPES, qui est une épreuve à la fois musicale, à la fois très pédagogique, et également qui doit permettre au jury de se rendre compte si les étudiants ont pleinement conscience des enjeux du métier. Donc, les étudiants passent le CAPES qui se passe en 2 temps, une phase de ce qu'on appelle l'admissibilité, donc c'est une phase écrite avec des épreuves écrites qui permet aux candidats à la fois de montrer leur connaissance du métier, mais aussi leurs compétences musicales. Et puis une phase d'admission qui va leur permettre à l'oral cette fois de présenter leurs compétences musicales et également leurs compétences pédagogiques. À l'issue du concours, les étudiants deviennent professeurs stagiaires et donc rentrent dans la grande maison de l'Éducation nationale qui recrute évidemment. Juste pour vous donner quelques chiffres, depuis plusieurs années, on a un niveau assez constant de nombre de postes au CAPES. Là, je parle uniquement du CAPES externe dans le public, pour le public, puisque nous sommes un petit peu autour de 130 postes. L'année dernière, on était à 127 postes au CAPES. Sachant que depuis plusieurs années, nous ne parvenons pas à pourvoir ces 127 postes. Donc, nous manquons cruellement d'étudiants et étudiantes qui souhaitent enseigner la musique donc à l'Éducation nationale en collège ou en lycée. Pour l'agrégation, on est sur un schéma qui est assez similaire. Si ce n'est que pour les agrégatifs, la voie de formation peut passer par un master MEF ou par un autre master de musique et musicologie, donc des masters de recherche ou autre type de master. Et ensuite, donc, les étudiants peuvent passer à l'agrégation, mais pour se présenter à l'agrégation, il faut être détenteur d'un master déjà, donc des crédits CTS dont a parlé tout à l'heure Yannick. Donc, même chose, les candidats à l'agrégation passent des écrits, des oraux et ensuite sont également stagiaires de la fonction publique avant d'être titularisés après une année de stage. Voilà pour la présentation des concours et de la formation. Juste pour finir, finalement, quel serait, disons, le profil, on va dire, des étudiants qui réussiraient à passer le CAPES ou l'agrégation? C'est d'abord des étudiants et étudiantes qui ont une formation musicale solide, car pour enseigner en collège et lycée, il faut être à la fois capable de faire appel à des références musicales solides, mais également avoir des compétences et des connaissances musicales techniques, on va dire, à la fois d'une pratique instrumentale solide, avérée, une capacité à accompagner, donc au clavier ou à un autre instrument polyphonique, mais en tout cas être capable d'accompagner, d'avoir des bons repères auditifs, de façon à pouvoir réagir aux propositions des élèves rapidement, être à même également de proposer des arrangements, puisque les pratiques musicales en collège et lycée sont de plus en plus diversifiées et qu'on est amené à avoir des ensembles vocaux, des ensembles instrumentaux, et donc il y a une capacité à proposer des arrangements intéressants et pertinents aux élèves. Donc une formation musicale solide, bien sûr, et puis être bien conscient du cadre d'emploi qui est donc ce cadre de la fonction publique d'État et de l'enseignement en collège et lycée qui donc s'ouvre à tous les élèves
Et c'est une mission intéressante que de pouvoir justement proposer une formation musicale à tous les élèves en France. Voilà pour la présentation de l'éducation nationale. Merci bien, Fernando. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que j'ai vu qu'Yannick répondait très bien aux questions qui arrivaient d'ordre général, hein, et donc on va attaquer peut-être tout de suite par la présentation de ce que c'est les centres de formation des musiciens intervenants qui forment des intervenants de milieu scolaire et qui préparent à l'obtention d'un DUMI, diplôme universitaire de musicien intervenant. Je vais passer la parole tout de suite à Philippe, qui va nous présenter cette formation un peu spécifique, qui est une formation culture, mais qui s'adresse à des enfants en milieu scolaire. Il faut ouvrir le micro. Voilà qui est fait. Bonjour à toutes et tous, merci de me passer la parole. Donc en effet, moi je suis le directeur du CFMI de Lille, mais je parle aussi au nom du Conseil national des CFMI, et donc je vais partager mon écran pour vous montrer une petite présentation, puisque, eh bien, comme vous le voyez s'afficher, je pense, il y a donc 9 CFMI en France. Voilà, qui sont répartis tels que vous le voyez, Lille, Orsay, Célestat, Rennes, Tours, Poitiers, Lyon, Toulouse et Aix-en-Provence, qui sont donc tous rattachés à une université et qui préparent tous donc à ce diplôme qu'on appelle le DUMI, parce que c'est un diplôme universitaire de musicien intervenant. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les détenteurs du DUMI, on les appelle les dumistes. Je pense que c'est une expression que beaucoup connaissent. Voilà. Et donc, c'est une certification qui est inscrite au registre, voilà, au RNCP, au Répertoire national des certifications, au niveau 6, c'est-à-dire au niveau licence, voilà, qui correspond voilà, à ce premier cycle universitaire dont a parlé tout à l'heure Yannick. Voilà. Donc, c'est de vous présenter le métier, la formation et puis la façon dont on rentre dans cette formation. Donc, quelques mots d'abord sur le métier. Ce métier de musicien intervenant, de musicienne intervenante, il est très varié. Historiquement, dans les années 80, lorsqu'on a créé les CFMI, c'était pour former des professionnels qui interviendraient dans les écoles maternelles et élémentaires aux côtés des enseignants pour monter des projets musicaux. Voilà. Et cette capacité pour eux de monter des projets musicaux les a amenés très souvent à étendre un peu leur champ d'action. Dans les établissements d'enseignement artistique, les conservatoires et les écoles de musique, parce qu'en fait, les musiciens intervenants sont dans la plupart du temps employés par les conservatoires, par les collectivités, mais donc par les conservatoires. Et donc, bien entendu, ils sortent du conservatoire pour aller dans les écoles, mais bien souvent, on faisait appel à eux aussi pour un certain nombre d'actions, d'activités au sein des conservatoires. Ça va de l'éveil, évidemment. Ils sont plutôt qualifiés, évidemment, pour travailler dans la petite enfance, mais à des ateliers divers et variés de pratiques, à des expérimentations qui sont de plus en plus nombreuses, dans lesquelles on essaye de mêler l'apprentissage de la formation musicale, l'apprentissage de l'instrument, le travail de la voix, dans des pratiques collectives, souvent d'ailleurs orales, donc notamment pour les plus jeunes, qui ne sont pas toujours lecteurs, qui ne sont pas lecteurs avant 6 ans finalement. Voilà. Donc ça a été aussi un deuxième champ important, voilà, de travail des musiciens intervenants. Dans tous les lieux d'accueil de la petite enfance, mais aussi d'autres personnes, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, etc. Parce qu'effectivement, monter des projets, ils savent le faire et s'adapter à des publics divers. On les y a formés et puis ils ont travaillé cette chose-là. Dans d'autres secteurs, il y a des musiciens intervenants qui travaillent en prison, qui travaillent dans les hôpitaux, dans les centres sociaux, dans les associations. On parlera tout à l'heure un peu des cadres d'emploi, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure. Et puis, monter des projets, alors avec des choses qui sont peut-être moins de l'enseignement véritablement, que peut-être on pourrait parler de médiation dans tous les établissements culturels ou des lieux de production artistique, que ce soit les orchestres, les maisons d'opéra, que ce soit les lieux de scènes actuelles, les SMAC comme on dit. Il y a assez régulièrement des musiciens intervenants, souvent sous la forme de projets, qui sont embauchés pour travailler dans tous ces lieux-là. Donc, le musicien intervenant, c'est quelqu'un qui est à la fois musicien, le nom l'indique, et puis surtout, c'est sa grande force, il sait faire de la musique aux autres. De tout petit, y compris des bébés dans les crèches. Bien entendu, on ne fait pas faire de la musique aux bébés dans les crèches, mais il y a cette relation avec les bébés, jusqu'aux personnes âgées, jusqu'aux personnes en situation de handicap, enfin tous ces lieux dont j'ai parlé.
Et donc, pour former ces musiciens, évidemment, il faut un lieu pour ça. C'est ce que font les CFMI. En 2 ans, on recrute donc des musiciens et on les forme en 2 ans, parfois 3, parce que voilà, il y a des gens qui ont besoin de temps, il y a des gens, comme on le disait tout à l'heure, qui sont parfois déjà en emploi et qui ont besoin de ce temps-là aussi pour ménager à la fois leur formation et puis le fait qu'ils doivent gagner des sous. En 1500 heures, donc pour ceux qui le font en 2 ans, ça représente de 25 à 30 heures par semaine. C'est vraiment une formation à temps complet et dont un tiers du temps est consacré à des stages, à des mises en situation réelles, vraiment sur le terrain, avec 3 grands champs dans la formation. Compléter sa formation artistique, parce que quand on arrive au CFMI, on est instrumentiste la plupart du temps, parfois chanteur, parfois multi-instrumentiste, mais on a besoin de conforter cette formation. Chanter, diriger, accompagner, improviser, arranger, mixer, enregistrer, composer, bouger, danser, parce qu'effectivement, être musicien, mais être musicien avec l'ensemble de son corps, et puis être musicien aussi sur scène, c'est important parce qu'il faut non seulement être capable de le faire soi-même, mais le faire faire aux autres. Bien entendu, puisque c'est une formation professionnelle, il faut acquérir et développer cette culture professionnelle. On a une connaissance des politiques publiques et des milieux professionnels divers qu'on est amené à rencontrer. Connaître évidemment l'enfant, son développement, des éléments bien sûr de didactique et de pédagogie, bien entendu, on va enseigner, il faut savoir ce que ça veut dire, savoir d'ailleurs comment les enfants apprennent, ou d'autres catégories d'âge d'ailleurs, et puis savoir monter des projets, savoir communiquer autour d'eux, tout ça évidemment ça se travaille et ça s'apprend au cours de la formation. Et comme je le disais, c'est une formation qui est vraiment à vocation professionnelle, hein. Et donc, bien entendu, au cours de cette formation, on va, par le biais des stages notamment et des interventions, on va développer son réseau, on va apprendre évidemment à- comment dire, à travailler en professionnel, avec des professionnels en partenariat, parce que la notion de partenariat est très importante. Et puis, bien sûr, au cours de la formation, on assure dans les CFMI une préparation à la fois aux entretiens d'embauche, à la rédaction de CV, et une approche aussi de l'entrepreneuriat dans le secteur culturel. Parce qu'effectivement, il y a la filière culture des collectivités territoriales, de la fonction publique territoriale, avec le cadre d'emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique qui est accessible aux détenteurs du DUMI. Mais il y a beaucoup d'endroits, je parlais des prisons, des hôpitaux, des centres sociaux, dans lesquels ça se passe autrement et ce n'est pas forcément par le biais des collectivités qu'on y arrive. Et donc, savoir aussi monter un projet et se faire rémunérer, soit en étant indépendant, soit en entrant dans des structures collaboratives qu'on appelle la SMART. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais au cours de la formation, on prépare les étudiants à ça, à être capable aussi de répondre à cette nouvelle demande qui se font en jour un peu partout sur les territoires, avec des endroits dans lesquels on a besoin de professionnels de la musique capables de monter des projets avec des publics divers. Donc voilà, c'est une formation riche, c'est une formation qui est très concrète et très pratique, même si, bien entendu, des compléments de culture sont donnés aussi, parce qu'il faut aussi que le musicien intervenant soit capable et des références culturelles. Voilà. Comment est-ce qu'on rentre dans un CFMI et à quel moment on le fait? Alors, je ne sais pas exactement quels sont tous les publics qui sont présents, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'y rentre pas directement après le bac. Il y a une circulaire de 84, toujours en vigueur. Nos décideurs et nos législateurs ne sont pas toujours très rapides et très réactifs, voilà, qui dit qu'on ne peut rentrer dans un CFMI qu'après 2 années d'études ou d'activités professionnelles. Ça correspondait à une époque au DUG, qui était un diplôme Bac+2, qui était le diplôme d'ailleurs passé aussi par les enseignants futurs professeurs des écoles, instituteurs à l'époque. Bon, les choses ont évolué, mais pas ce texte-là. En tout cas, au moins 2 années d'études ou d'activités professionnelles. On y rentre sur la base de tests d'entrée et donc effectivement, on va y vérifier d'abord qu'il y a une identité musicale et qu'il y a des compétences musicales et bien sûr aussi une motivation. Alors, selon les CFMI, les modalités de test peuvent changer un peu, mais globalement, on a tous des pratiques similaires. D'abord des épreuves écrites, relevés mélodiques, harmoniques, rythmiques, et puis on va appeler ça commentaire d'écoute, en tout cas vérifier un peu comment est-ce que les gens sont capables de réagir et d'écrire des choses à propos d'une musique qu'ils entendent et parfois qu'ils découvrent. Des épreuves de déchiffrage, parce que évidemment, il faut être en capacité, pour apprendre une mélodie à un groupe d'enfants, par exemple, de la déchiffrer, c'est tout bête, mais c'est important. Et puis des épreuves, évidemment, d'interprétation vocale et instrumentale, parce qu'on recrute des musiciens. Généralement, c'est le niveau
on parle de au moins un troisième cycle de conservatoire. Évidemment, il y a des parcours qui sont plus singuliers parce qu'on a des étudiants qui viennent des musiques actuelles, on a des étudiants qui viennent du jazz, des musiques traditionnelles. On a des étudiants aussi qui sont à la fois musiciens, mais qui ont une autre pratique artistique, des musiciens et danseurs, des musiciens et comédiens. Parfois d'ailleurs des gens qui sont en activité d'ores et déjà et qui se posent la question de compléter leur activité artistique par ce diplôme du DUMI. Donc, on est capable aussi de vérifier un peu, quelque part, de jouer avec tous les curseurs voilà, que vous voyez présentés ici. Il y a des épreuves d'apprentissage de chansons parce que la capacité d'être devant un groupe et d'en transmettre déjà à un groupe sous une forme maladroite parfois, mais la question de la communication, elle est vraiment importante. Et on termine toujours dans tous les CFMI par un entretien individuel de motivation qui permet à l'étudiant et au jury de vérifier qu'effectivement, la personne qui va rentrer, elle peut avoir des faiblesses à un moment, elle a des forces quand même, et puis elle a la motivation qui va faire on la recrute avec une certaine certitude qu'elle pourra réussir. Ce n'est pas une science exacte, mais l'expérience montre que tout ça est très important. Donc, si je dois résumer un peu, effectivement, c'est une formation qui prépare à un métier que je trouve, c'est pas moi qui vais dire le contraire, évidemment, il est passionnant, il est souvent assez, comment dire, c'est un métier qui est exigeant en termes d'engagement, même d'engagement physique. Hein. Il faut changer d'établissement régulièrement, il faut monter des nouveaux projets, il faut transporter des instruments parce qu'on intervient parfois dans des lieux qui ne sont pas aussi bien adaptés que peuvent l'être les conservatoires ou la salle de musique du collège ou du lycée qui sont équipés. Mais voilà, les musiciens intervenants, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi. On a parlé tout à l'heure avant d'ouvrir le webinaire, et puis Yannick en a parlé un peu. Moi non plus, je ne fournis pas suffisamment de musiciens intervenants pour le territoire des Hauts-de-France. Il y avait à la rentrée encore 9 postes non pourvus. Voilà, avec des directeurs de conservatoire qui pleurent en disant c'est vraiment dommage, mais voilà, je recruterai bien davantage de gens. Et puis, c'est un métier aussi qu'on ne fait pas peut-être toute sa vie, c'est un peu normal, mais c'est un métier qui conduit à d'autres choses après. Moi, je le vois régulièrement. D'abord, on a des musiciens intervenants, des anciens de chez nous, puisque les CFMI vont avoir 40 ans bientôt, qui sont devenus, pour certains, directeurs de conservatoires, qui ont passé parfois d'autres diplômes, donc le DE notamment, pour aller enseigner aussi l'instrument, qui sont parfois allés du côté de l'éducation nationale, soit pour enseigner dans le premier degré, pour devenir professeur des écoles. Et c'est peut-être pas mal qu'il y ait aussi des professeurs des écoles bien formés musicalement. Parce que, hélas, il n'y a justement pas de musiciens intervenants partout. Certains ont passé le CAPES ou l'agrégation. Certains aussi sont allés vers d'autres métiers qui sont en lien avec la musique, même s'ils sont moins praticiens. Dans les collectivités, il y a des gens qui s'occupent de programmation, qui s'occupent de coordonner l'éducation artistique et culturelle sur les territoires, qui s'occupent de faire vivre la musique quelque part et les arts de façon générale sur les territoires. Donc voilà, c'est une formation qu'on peut faire à partir de Bac+2. Il faut être musicien, il faut être motivé, et puis elle ouvre aussi tout un champ des possibles. Vous pouvez nous retrouver, voilà, j'ai mis le QR code. Je ne sais pas si les PowerPoints seront distribués après aux différents, enfin aux participants, mais en tout cas, je pourrais l'envoyer à qui le demandera. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Vous pourrez de toute façon nous envoyer sans problème le PowerPoint, on peut le mettre en lien directement téléchargeable, mais de toute façon, dans le cadre du replay, forcément, tout le monde peut revoir autant qu'il le veut les PowerPoints. Merci beaucoup en tout cas, Philippe. Peut-être une petite question. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'entrer justement dans un CFMI? On a bien vu que on n'entrait pas juste après le bac. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre les deux pour des jeunes? Voilà, c'est une bonne question, effectivement. Alors, je sais qu'un certain nombre des personnes qui assistent au séminaire sont en CPES, donc évidemment, c'est une possibilité. Après tout, classe préparatoire à l'enseignement supérieur, si ce sont des bacheliers et que déjà bacheliers et qu'ils ont 1 an ou 2, ils peuvent se préparer voilà, dans le cadre de ces classes-là. Sinon, évidemment, la filière musicologie à l'université semble plutôt indiquée. Alors, je vais parler au nom du CFMI de Lille. Là, pour le coup, nous, on a monté justement à Lille une prépa CFMI, on l'a appelé comme ça. C'est-à-dire qu'au sein de la licence de musicologie qui est proposée par l'université de Lille, par les collègues musicologues,
qui sont pas loin. Hein. Là, je suis encore dans mon bureau, les locaux sont à quelques mètres. On a prévu une option, c'est-à-dire que tous ne la choisissent pas. Et ceux qui la choisissent, d'ailleurs, on les choisit aussi nous-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on ne recruterait pas n'importe qui dans cette prépa. Il faut une certaine motivation, mais ils sont tout jeunes, trop jeunes pour rentrer. Et donc, ils suivent à raison d'à peu près 6 ou 7 heures dans la semaine, ce qui est pas mal, hein, un enseignement spécifique, une formation musicale spécifique, un certain nombre de stages qui sont, on appelle ça des stages, ce sont des moments bloqués, 2-3 jours bloqués, avec des pratiques particulières autour de l'improvisation, autour déjà de la transmission, autour de, voilà, de pratiques qui sont un peu préparatoires à nos tests d'entrée. Et puis, il y a de la pratique vocale, parce que je dois bien le dire, beaucoup d'instrumentistes dans les conservatoires, parfois excellents instrumentistes, quand ils se présentent chez nous, quand bien même ils seraient très diplômés, parfois ils ne savent pas chanter et ils ne savent pas déchiffrer une mélodie, ils ne savent pas même l'interpréter, même si c'est une mélodie simple. Et donc effectivement, les préparer à être chanteurs par l'expérience du chœur, mais aussi par l'expérience du chant individuel et une petite formation vocale. Donc voilà. Ce qui est d'ailleurs très apprécié parce que Fernando me contredirait peut-être, mais j'ai moi-même suivi des études de musicologie et on sait très bien que le cursus de musicologie, s'il n'est pas accompagné de pratique et d'apprentissage musical à côté, il pourrait se révéler un peu aride. J'ai grand respect pour tout le travail qui est fait par les musicologues, mais évidemment, c'est pas là qu'on va pratiquer, chanter, jouer, improviser, accompagner. Toutes ces choses qui, me semble-t-il, constituent la formation musicale. Donc, c'est une des voies possibles, c'est évidemment de suivre cette formation. Je dois dire que, donc cette formation à licence, je dois dire qu'on peut accéder aussi au DUMI en tant que stagiaire de la formation continue. Comme je disais, c'est 2 années d'études ou 2 années d'exercice professionnel. Et on a parfois des gens qui sont beaucoup plus âgés. Il y a un certain nombre de cas typiques. C'est par exemple un musicien qui est intermittent, il tourne, il joue dans des groupes, dans des ensembles, etc. Il a 40 ans, il commence à avoir des enfants et il se dit qu'il faut aussi qu'il s'occupe de ses enfants et qu'il ne soit pas tous les week-ends et toutes les semaines parti un peu partout en tournée pour jouer. Et donc il se dit quel est le métier qui me permettrait de pouvoir refuser quelques dates tout en conservant quand même un revenu qui me permet d'élever mes enfants. Et donc, revenir en formation après une première partie de carrière, c'est aussi quelque chose qui se passe. On a même des profils très atypiques. Alors, évidemment, on ne les rencontre pas tout le temps, mais une vétérinaire de 50 ans, voilà, les enfants sont grands, elle a vendu sa clinique. Du coup, ça lui a donné une certaine aisance financière et elle a pu enfin faire ce qui lui plaisait, c'est-à-dire faire de la musique et uniquement de la musique. Voilà, et en 2-3 ans, 3 elle s'est formée pour être musicienne intervenante. Alors évidemment, ce n'est pas un cas qu'on rencontre tous les jours. Merci Philippe. Alors je vends la mèche parce que Yannick continue à bien répondre en fait à toutes les questions qui se posent et je trouve ça et merci beaucoup parce que c'est très précieux. Je pense que voilà, il y a des réponses. C'est en général des questions assez générales, hein, donc voilà. Je vais du coup passer la parole tout de suite pour qu'on ait le contraste et comme ça on aura peut-être à nouveau des questions sur le DUMI. Il y en a eu déjà. Je vais passer la parole du coup à l'ESA de Lorraine, à l'École supérieure d'art de Lorraine, qui a je dirais la particularité justement de former à la fois des professeurs de musique et des professeurs de danse. Oui, merci du coup pour cette possibilité de présenter la formation. Donc, je vais me présenter, je suis Grégory Beaumont, je suis responsable des études danse à l'École supérieure d'art de Lorraine et je vais vous présenter donc cette école en binôme avec… Catherine Barre, donc moi je suis responsable des études musique à l'École supérieure d'art de Lorraine. Et peut-être pour répondre tout de suite à la question qui a été posée sur le fil des questions, dans notre école aussi, on a du mal à pouvoir fournir toutes les demandes professionnelles. Donc, on a des écoles privées, des collectivités qui demandent des professeurs de danse et malheureusement, on ne forme pas assez de professeurs de danse pour pouvoir assouvir tous ces besoins. Donc, nous sommes l'École supérieure d'art de Lorraine, qui est un regroupement de trois pôles, avec 2 pôles arts plastiques qui se trouvent à Metz à Épinal. Et donc, aujourd'hui, on va surtout vous présenter le pôle musique et danse. Le pôle musique et danse, donc, c'est diplôme d'état de professeur de musique, qui est principalement, la formation se passe principalement à Metz, et le diplôme d'état de professeur de danse, qui se partage entre Metz et Nancy.
Donc, la ville de Metz a été labellisée il y a peu de temps, en 2019, si mes souvenirs sont bons, comme une ville UNESCO, une ville créative UNESCO, ce qui lui permet d'avoir un très très grand réseau de villes à travers le monde pour différents échanges et avec une spécialité qui est la musique et la sous-spécialité de transmission de la musique. Donc, on est en plein dedans, la danse n'est pas loin. Donc, vous pouvez voir en bas les différents partenariats. On est très ancré dans le territoire avec la Cité musicale de Metz, le Ballet de Lorraine, l'INSPE, le Centre Pompidou, les Musicales en Barrois et d'autres partenariats encore avec lesquels on travaille régulièrement et qui vous donnent accès d'ailleurs gratuitement à toutes les prestations et tous les concerts et représentations de ces partenaires. Parce qu'il est effectivement très important de continuer à avoir une activité artistique pour devenir professeur. Ça nous semble réellement très important. Donc, pour le DE de professeur de musique, et je réponds du coup aussi à une question du fil de discussion, le DE, c'est bien le diplôme de professeur, alors que le DNSPM, c'est un diplôme d'interprète. Alors, à l'École supérieure d'art de Lorraine, au pôle musique et danse, on est habilité par le ministère de la Culture pour toutes les disciplines, pour tous les instruments en classique et contemporain, pour la formation musicale, la musique ancienne, la direction d'ensembles vocaux et instrumentaux, le jazz, l'accompagnement pour accompagner la musique, donc les accompagnateurs, souvent des pianistes en musique, et aussi l'accompagnement danse pour tous les instruments, principalement le piano et les percussions. Et on est également habilité pour les musiques actuelles. Donc, nous avons des étudiants de toutes ces disciplines. Et au niveau du diplôme d'état de professeur de danse, nous sommes habilités dans les 3 options, c'est-à-dire classique, contemporain et jazz, les 3 disciplines où le DE est obligatoire pour les enseigner en France. Donc, pourquoi choisir de venir à Metz, chez nous? Tout simplement parce qu'on vous propose une formation qui est très concrète et très complète, au plus proche des besoins des futurs enseignants. Comme le disait tout à l'heure Philippe du CFMI, c'est une formation qui reprend vraiment toutes les notions que vous aurez besoin pour enseigner après. Ensuite, nous avons la chance d'être un établissement qui est pluridisciplinaire, donc musique et danse bien sûr, mais aussi les arts plastiques avec lesquels nous collaborons. Et on a évidemment une équipe de professeurs qui sont hautement qualifiés, qui sont soit issus des conservatoires, soit issus de l'université. Et on recrute chaque année des petites promotions, ce qui nous permet de vous suivre de manière très personnalisée tout au long de la formation. On recrute chaque année 15 musiciens et 15 danseurs. Donc, notre formation pour le diplôme d'état de professeur de musique, elle est organisée selon les directives du ministère de la Culture en 5 unités d'enseignement. Et ça a été dit tout à l'heure, on a une certaine liberté pour organiser notre formation, mais avec quand même le cadre du ministère. Donc, les 5 unités d'enseignement sont la pratique artistique, dans laquelle on va retrouver bien sûr le perfectionnement instrumental, même si on ne va pas jusqu'au niveau du DNSPM, on n'arrête pas de pratiquer son instrument. Il y a la musique de chambre, les concerts, une formation à l'improvisation et tous les projets pluridisciplinaires que vous allez pouvoir mener avec des étudiants danseurs ou des étudiants plasticiens. Le deuxième, c'est la culture active, donc c'est toutes les disciplines qu'on appelle souvent d'érudition, donc l'analyse et la culture musicale, mais vraiment appliquée à la pédagogie. La médiation, appliquée aussi au métier d'enseignant, donc la médiation écrite et la médiation orale. Il y a toute une partie sur la composition, les arrangements et les orchestrations. On vous forme également aux techniques du son et de la vidéo, donc sans vous transformer en ingénieur du son, mais on vous donne les bases pour vous débrouiller et pouvoir après vraiment interagir avec les spécialistes de ces métiers-là. Ensuite, vous avez toute une partie qui est construire, organiser sa réflexion pédagogique, qui reprend un petit peu ce que Philippe nous disait tout à l'heure pour le CFMI. On est dans les mêmes disciplines, donc les sciences de l'éducation, la didactique, tout ce qui relève des processus d'enseignement et d'apprentissage, et aussi toutes les nouvelles pédagogies et les pédagogies actives. Et tout ça se met en pratique dans la pédagogie pratique, avec des mises en situation de cours, devant toute la promo, avec des élèves qu'on recrute dans le Conservatoire de Metz, l'apprentissage de la pédagogie de groupe, monter aussi un projet musical et pédagogique qui est d'ailleurs une épreuve du DE. Et ensuite, vous avez des tutorats, donc des stages dans des classes de professeurs certifiés dans les conservatoires. Et le 5e, c'est que situer son action dans un établissement en mesurer les enjeux. C'est tout ce qui est l'environnement professionnel, donc comment fonctionnent nos institutions et les institutions dans lesquelles vous serez amené à travailler plus tard.
Et on vous aide aussi à apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation pour faciliter votre insertion professionnelle, un dossier d'artiste et tout ce qui va bien pour que vous puissiez être embauché par la suite. Alors là, j'en profite pour faire des petites précisions, puisqu'il y avait beaucoup de questions aussi dans le fil info. Donc, il y a des pôles supérieurs qui proposent le couplage de trois diplômes, le DNSPM, donc diplôme national supérieur professionnel de la musique, la licence et le diplôme d'état de professeur. Chez nous, on ne forme qu'au diplôme d'état de professeur. Du coup, on a une formation très complète à la pédagogie et au métier d'artiste enseignant, ce qui facilite l'insertion professionnelle. Si on veut faire un petit peu le pendant avec l'université, à l'université, on parle souvent de majeurs et de mineurs. Donc, ceux qui ont le DNSPM vont avoir une majeure sur la pratique artistique et sur la pratique d'interprète et une mineure en pédagogie, alors que chez nous, ça va être le contraire. Et l'insertion professionnelle est vraiment très facilitée puisque nous non plus, nous n'arrivons pas à fournir tous les postes pour lesquels on nous sollicite pour les étudiants. Et nos étudiants sont souvent recrutés très tôt, parfois même trop tôt, parce que du coup, ils ont une vie bien remplie, puisque certains sont recrutés dès qu'ils réussissent le concours d'entrée. Et ils sont tous en poste aujourd'hui. Donc, c'est une formation en 3 années. Donc, les premières et les deuxièmes années sont consacrées au cours du contrôle continu. Et la 3e année, qui est une préparation aux épreuves, et vous passez les épreuves en 3e année. En parallèle, vous avez la possibilité de suivre les cours de licence de musicologie à l'Université de Lorraine. On verra après comment ça s'articule dans les plannings. Et on a aussi des accords avec le CFMI de Célestat, dont parlait Philippe tout à l'heure, pour l'obtention du DUMI en 1 an après le DE. Alors, voilà, l'organisation de nos plannings. Donc, les cours ont lieu à Metz, dans les locaux, pour la plupart des cours, dans les locaux du Conservatoire à rayonnement régional de l'Eurométropole de Metz, c'est le Conservatoire Gabriel Pierné. Et les cours ont lieu les lundis et mardis toute la journée et les mercredis matins, plus la première semaine des vacances scolaires de notre zone. Nous sommes en zone B, et environ 2 week-ends par an avec des concerts, en général sur le début de semaine, mais parfois à d'autres moments. Donc, ce qui permet justement ces cours sur la première partie de la semaine de permettre à ceux qui veulent suivre la licence en même temps de suivre la licence de musicologie à l'Université de Lorraine, mercredi après-midi, jeudi et vendredi. Et à cela s'ajoutent donc les stages de tutorat dont je vous parlais tout à l'heure, plus tout le travail personnel qui est demandé, qui est quand même assez conséquent. Donc, même si la présence est requise sur le site de Metz en début de semaine uniquement, c'est bien une formation à temps plein. Du coup, il est conseillé de vivre à Metz ou au minimum de prévoir un logement pour les lundis et les mardis soirs. Alors, on a quelques étudiants qui vivent en région parisienne, qui viennent sur le site que 2 jours et demi par semaine et qui travaillent et qui font leur tutorat en région parisienne ou en Alsace. On a la même chose avec l'Alsace sur la fin de semaine. Donc, pour rentrer en formation, c'est sur concours. Donc, l'inscription a lieu en ligne sur notre site du 23 janvier. Donc, c'est déjà ouvert jusqu'au 23 mars. Si vous voulez avoir plus d'informations, après, il y a une réunion qui se fait en visio le jeudi 9 mars matin. Peut-être certains d'entre vous ont déjà participé à la première qui était la semaine dernière. On en fait une deuxième le 9 mars au matin. Vous trouverez le lien sur notre site. Et aussi tout le détail des épreuves. Donc, on va voir tout de suite. Donc, qui peut se présenter? Pour pouvoir vous présenter, il faut que vous ayez le bac et le DEM ou le DNOP, le MIMA, c'est le diplôme de musique actuelle, ou un diplôme équivalent qui peut être un diplôme étranger. Sachant que si vous êtes en terminale cette année ou que vous êtes en train de passer votre DEM, vous pouvez vous présenter. Si vous êtes admis, ce sera sous réserve d'obtention de votre bac ou de votre DEM, voire les deux. Et parfois, vous souhaitez rentrer en formation et ces deux conditions ne sont pas réunies, c'est-à-dire que vous avez l'un ou l'autre ou vous n'avez que l'un ou que l'autre, oui, ou ni l'un ni l'autre, mais déjà une certaine carrière derrière vous. Comme Philippe le disait tout à l'heure, il a eu une étudiante vétérinaire, nous avons un infirmier, par exemple, actuellement. À ce moment-là, on étudie votre dossier et on vous autorise ou non à présenter au concours d'entrée. C'est-à-dire que si on estime que vous n'avez aucune chance, on ne vous laisse pas vous présenter. Mais par contre, on vous conseille pour l'année suivante obtenir tout ce qui vous manque. Donc, nous avons des épreuves écrites qui ne sont pas éliminatoires et qui auront lieu le 3 avril à distance. Donc, il y a une analyse, et ça, c'est une nouveauté cette année.
C'est un devoir à la maison que vous pouvez, si vous voulez, commencer dès aujourd'hui, puisque tout est sur notre site. Vous choisissez une œuvre que vous présentez à l'épreuve instrumentale et vous en faites l'analyse en suivant la grille qui vous est fournie. Et ensuite, il y a en ligne là, donc, et en temps limité, un commentaire de texte qui est en lien avec la pédagogie et l'actualité musicale. Pour le commentaire de texte, vous pouvez retrouver les annales sur notre site. Pour l'analyse, il n'y a pas d'annales puisque l'épreuve a été modifiée cette année. Et ensuite, il y a les 2 épreuves orales. Donc, vous venez qu'une journée sur site à Metz pour les épreuves. Vous jouez votre épreuve instrumentale ou vocale le matin et on vous reçoit en entretien l'après-midi. Et l'entretien porte vraiment sur votre motivation à vous former et à enseigner, éventuellement sur votre prestation musicale du matin. Donc, tout le détail des épreuves, vous le trouvez aussi sur notre site. Vous avez un document qui s'appelle « Épreuve par discipline » puisque c'est différent d'une discipline à l'autre. Donc là, je ne peux pas m'étendre et expliquer pour tout le monde, mais tout le détail est sur notre site. Du coup, je vais prendre le relais pour parler un peu de la danse, du diplôme d'état de professeur de danse, obligatoire depuis 1989 pour la danse classique, contemporaine et jazz, qui est aussi organisé selon les directives du ministère de la Culture par l'arrêté du 28 septembre 2022, modifiant celui du 23 juillet 2019. Bon, ça, c'est un petit peu barbare, mais éventuellement, si un jour vous avez la curiosité, vous pourrez aller voir, puisqu'en fait, toute la formation est régie et bien inscrite dans cet arrêté. Donc, il y a 4 unités d'enseignement à valider pour pouvoir avoir ce diplôme qui vaut 120 ECTS. Donc, l'European Credit System dont parlait Yannick Lefort tout à l'heure en début de séance. Donc, 4 unités d'enseignement, 3 à passer en première année, qui sont ce qu'on appelle les UE théoriques, qui sont l'histoire de la danse, la formation musicale et l'UE d'anatomie, qui ont des modalités d'évaluation qui sont un peu différentes, certains à l'écrit, d'autres à l'oral. Et pour ces 3 UE-là, le contrôle continu vaut 50% de la note finale de l'épreuve terminale de la fin. Et donc, la deuxième année, c'est plutôt, on est sur de la pratique, sur de la pédagogie. Donc, c'est l'UE de pédagogie qui est ce jour de l'épreuve terminale. Donc, c'est un cours d'éveil initiation, un cours technique et puis un entretien avec le jury. Donc, pour entrer en formation, il y a 3 conditions. Avoir plus de 18 ans, être détenteur de l'EAT ou du DEC. Donc, l'EAT, c'est l'examen d'aptitude technique, qui est un diplôme que l'on passe en candidat libre dans plusieurs centres en France. Je crois qu'il y a l'ESMD, le PESMD et l'ISDAT. Donc, ça se passe soit à Lille, soit à Bordeaux ou à Toulouse. Ou alors, vous pouvez être détenteur d'un DEC, donc le diplôme d'études chorégraphiques qui est sanctionné pour les fins d'études dans les conservatoires, donc les fins de 3e cycle, qu'on appelait avant les cycles d'orientation professionnelle. Et puis, il faut avoir fait une demande à la DRAC d'ouverture d'un livret de formation. Ce livret de formation, il va être important parce que donc, on ne peut pas vous prendre sans ce livret. Ils doivent être tamponnés et bien inscrits que vous avez soit votre AT, soit votre DEC. Et puis, dedans, il peut y avoir aussi des équivalences aux UE théoriques. Par exemple, si vous avez passé une licence d'art du spectacle dans certaines universités, vous pouvez avoir des équivalences pour l'histoire de l'art ou pour l'anatomie, ou même pour la formation musicale. Mais vous pouvez aussi avoir ces équivalences si vous êtes intermittent du spectacle, si vous avez eu un certain nombre de cachets, suffisamment de cachets pour prétendre au statut, ou alors carrément passer une autre forme de DE, donc un DE en 200 heures, qui est beaucoup plus rapide. Mais alors là, c'est pour les artistes chorégraphiques qui étaient dans certaines compagnies. Donc, c'est vraiment très particulier. Et donc, notre première année, elle s'articule surtout autour des 3 UE théoriques, qui est la formation musicale, l'anatomie et l'histoire de la danse, comme je disais tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même de la pratique toutes les semaines, des séances de l'éducation, on fait des travaux dirigés. Et puis, il y a évidemment ces projets qui sont, comme tout à l'heure, vous l'aviez vu, avec le CCN Ballet de Lorraine, avec l'INSPE, avec Musical en Barrois. Donc, des moments où vous pouvez vraiment mettre en jeu votre pratique artistique. Il y a aussi une particularité, vous avez la possibilité en première et en deuxième année d'avoir l'accès à tous les cours du conservatoire de 2e et 3e cycle dans les 3 disciplines gratuitement du conservatoire de Nancy et de Metz. Donc, pour pouvoir continuer à avoir une pratique de haut niveau, vous pouvez avoir accès à ces cours de 2e et 3e cycle. Pareil pour la 3e année, vous avez aussi accès au conservatoire de Nancy et Metz. Et là, la formation s'articule plutôt sur la pratique. Donc, la pédagogie fondamentale de votre discipline, la FCMD, la pédagogie en éveil initiation et le tutorat. Et tout ça, ça va être l'occasion aussi de mise en situation, que ça soit avec vos intervenants en pédagogie ou que ça soit évidemment avec votre tuteur concrètement dans un conservatoire ou dans une école privée.
Vous avez encore des sciences de l'éducation parce que l'idée, c'est pas de retransmettre la danse comme vous l'avez, comme vous avez été formé, mais vraiment l'idée de se poser des questions et puis d'enrichir votre pratique de l'enseignement. Donc, des travaux dirigés et toujours des projets artistiques, que ce soit en relation avec les musiciens ou les plasticiens. Et donc, pour l'organisation du planning, en première année, les cours sont le jeudi et le vendredi. Et quelques mardis, on est à 4-5 mardis durant l'année, ce qui vous permet d'avoir une activité professionnelle ou une autre activité à côté. Et on est aussi sur la première semaine des vacances scolaires. Pour la deuxième année, c'est les lundis et aussi quelques mardis. Et donc, on est sur les vacances scolaires, principalement la première semaine des vacances scolaires, sauf à la Toussaint où c'est les 2 semaines où vous êtes mobilisés. Et vous avez aussi 40 heures de tutorat à inscrire dans votre planning que vous organisez directement avec votre tuteur, donc pendant vos moments où vous êtes libre. Donc, vous avez un planning qui est organisé sur des jours qui sont vraiment dédiés, ce qui vous permet de pouvoir travailler ou vraiment d'avoir une activité à côté. C'est plutôt important. Donc, vous pouvez vous inscrire en ligne du 30 mars au 1er juin. Il y aura une réunion d'information où je prendrai plus le temps de détailler la formation danse le jeudi 13 avril. Et pareil, vous pouvez trouver toutes nos informations sur le site esalpmd.fr. 2 statuts pour la formation, c'est important de le dire, que ce soit pour les DE de professeurs de musique ou DE de professeurs de danse. Vous pouvez être en formation initiale, pardon. Donc, vous allez sortir par exemple, de vos études scolaires ou sortir directement du conservatoire. Et donc, vous allez rentrer directement chez nous et on va vous proposer ce statut qui vous permet de garder un statut étudiant, d'avoir toutes les possibilités par rapport au Crous, d'aide, que ça soit alimentaire ou de logement. Donc, ce qui peut être plutôt important. Et vous avez aussi une possibilité d'être en formation continue, donc pour les gens qui sont déjà dans la vie professionnelle, qui peuvent être financés par votre employeur ou pas. Mais ce qui est important de dire, c'est que ces 2 formations ont les mêmes horaires et ce sont aussi les mêmes promotions. Donc, ça permet d'avoir une mixité avec des gens. Cette année, on parlait de profil. Nous, en formation continue, cette année, on a une ostéopathe ou une opticienne qui rencontre des jeunes danseurs qui viennent sortir, eux, du DEC. Et donc, cette richesse de parcours va permettre d'avoir une formation qui est riche. Ça fait 3 fois le mot riche, mais voilà. Merci en tout cas pour ces temps. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur ESAL-PMD. N'hésitez pas aussi à appeler au 03 87 74 28 38. Bon, vous trouvez les informations sur le PDF. Peut-être que tu avais quelque chose d'autre à dire, Catherine? Non, je crois que dans le temps qui nous est imparti, on a essayé de vous donner le maximum d'informations. Et après, comme nous avons des réunions d'information spécifiques pour la musique et pour la danse, n'hésitez pas à vous inscrire, à participer à ces réunions. Et là, on vous expliquera tout avec plus de détails. Merci à vous. Merci. Nous avons une question peut-être. Lorsqu'on entre dans l'école, est-on directement inscrit auprès d'un professeur de la discipline que l'on pratique au conservatoire de Metz? Non. Non, alors les professeurs de perfectionnement, nous avons évidemment une liste de professeurs extrêmement compétents que nous pouvons vous conseiller, mais vous pouvez aussi choisir votre professeur de perfectionnement. Donc, à ce moment-là, on en discute ensemble. Soit c'est quelqu'un qu'on connaît, il n'y a pas de souci. Soit sinon, vous venez me voir et on en discute. Vous m'expliquez pourquoi vous voulez travailler avec cette personne. Je prends contact avec elle pour être sûr que tout se passe bien. Et donc, comme pour les tutorats, nous avons des étudiants qui restent en perfectionnement sur un conservatoire de la région parisienne ou d'Alsace. On en a aussi qui font d'ailleurs un DNSPM à Strasbourg ou actuellement, nous en avons aussi au Pôle Sub 93 et qui sont en formation au DE chez nous. Donc, vous êtes libre. Merci beaucoup. Du coup, là, c'est pareil. Les réponses sont venues en général compléter les questions qui se posaient, en fait, qui avaient été posées en ligne. Et puis, Yannick est parfait. Donc, il continue à répondre au fur et à mesure. Et c'est très bien. Je précise pour les gens qui ne voient pas le fil et puis surtout parce que ça ne sera pas dans le replay, évidemment, le fil Q&R, puisqu'on on donne pas les réponses à l'oral, que on fait des copies de tous ces échanges de manière à ce que on en sorte les informations peut-être les plus intéressantes pour pouvoir les remettre par écrit à côté. Je vais repasser la parole du coup à Fernando
pour qu'il nous parle un petit peu de la formation de Lyon, formation universitaire. Alors, dans le cadre de la formation universitaire, donc pour les étudiants de master, hein, puisqu'on est en train de nous parlons bien du parcours MEF. Donc, c'est une formation, comme je disais tout à l'heure, hein, qui va compléter, on va dire, des connaissances et des compétences techniques en musique. Donc, tout un travail, bien sûr, autour de la maîtrise de l'oreille, de la capacité à chanter. Philippe parlait tout à l'heure des compétences vocales. Évidemment, la voix est au cœur des pratiques des enseignants, que ce soit dans le premier ou dans le second degré d'ailleurs. Donc, un gros travail vocal avec les étudiants. Un travail de direction également, la capacité à diriger des chœurs ou des ensembles instrumentaux composés d'élèves, donc de jeunes élèves pour le collège et le lycée, donc des adolescents. Et puis, on continue bien sûr un travail de formation et autour de questions plus musicologiques ou en tout cas de la diversité des répertoires musicaux qu'on peut entendre et qu'on peut faire entendre et faire découvrir aux élèves. Et puis, on a toute une partie aussi, évidemment, de travail autour de questions plus pédagogiques. Donc, on va justement interroger les pratiques pédagogiques, revisiter un peu les pratiques pédagogiques à destination des élèves donc, de collège et lycée, avec les problématiques qui se posent, du rapport aux adolescents, de rapport des adolescents à la musique, des pratiques musicales des adolescents. Bref, on travaille toutes ces questions plus pédagogiques. Et puis, on travaille aussi ce dont on parlait au départ, du rapport aussi à l'institution éducation nationale, de comprendre les rouages, de comprendre les enjeux, de savoir ce qui se joue derrière la question de l'enseignement dans le cadre de l'éducation nationale. Donc voilà, ça fait une formation assez complète, assez riche, très touffue, très dense, puisqu'on poursuit plusieurs objectifs à la fois, c'est-à-dire des objectifs musicaux. On continue le développement de compétences musicales, et puis aussi la connaissance du métier, bien sûr, d'enseignant, et puis aussi une capacité à prendre du recul aussi sur le métier, c'est-à-dire à analyser sa pratique, se rendre compte un peu des enjeux du métier et puis mettre un peu en perspective sa pratique pédagogique, revisiter un peu les pratiques pédagogiques. Il en a été question tout à l'heure par d'autres personnes, d'analyser un peu les pratiques pédagogiques et de revisiter les pratiques pédagogiques à l'aune de toutes les transformations qui se posent à nous aujourd'hui, tant par rapport aux questions des outils que des pratiques des élèves eux-mêmes de la musique. On a tout un pan de réflexion là que nous menons. Et puisque à la fin nous validons un master, les étudiants ont, durant leurs 2 années de master, une recherche à mener qui donne lieu donc à la production d'un mémoire, et ce mémoire est soutenu, et donc les étudiants justement interrogent soit des questions pédagogiques, soit des questions didactiques, soit des questions éthiques même du métier d'enseignant à l'éducation nationale. Merci Fernando. C'était fini complètement? Donc c'est parfait, c'est merveilleux. Du coup, je vais passer le relais tout de suite avec la classe préparatoire aux grandes écoles option musique, pour que justement ils fassent cette articulation qui précède avec des classes préparatoires. Certains ne le savent peut-être pas, que justement il existe pour des élèves qui font de la musique à haut niveau dans les conservatoires et qui font de la musique aussi à haut niveau
qui ont choisi par exemple une spécialité musique en lycée, qu'ils peuvent poursuivre en classe préparatoire avec une option musique qui va les emmener vers une filière qui prépare plus à l'agrégation. Donc, je passe la parole du coup à notre intervenant, à Jean-Sébastien en fait. Justement, pour qu'il nous explique un petit peu. Ces classes préparatoires sont très peu nombreuses, donc ce serait bien qu'il puisse expliquer justement où est-ce qu'il y en a. Jean-Sébastien, voilà, c'est parfait. Alors, je vais vous présenter donc la musique en classe préparatoire aux grandes écoles, plus précisément en classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, puisque cette option est spécifique à ce champ disciplinaire ou à ces champs disciplinaires combinés. Quelques mots d'abord pour vous présenter cette option rare. On vient de le dire à l'instant, 4 lieux seulement en France préparent cette option. Le lycée Fénelon à Paris, qui prépare à la fois avec une cagne moderne et une cagne classique. Je reviendrai sur ces termes un petit peu plus tard. Le lycée Henri Martin de Saint-Quentin dans l'Aisne, le lycée de Montluçon, Madame de Stel, et enfin les 2 lycées toulousains, le lycée Pierre de Fermat à Toulouse et le lycée Saint-Sernin, donc à Toulouse également, avec cet enseignement qui est mutualisé. Un petit mot tout de suite concernant ce parcours exigeant et cette option au sein de ce parcours. En classe préparatoire littéraire, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, précisément donc en Hippocagne, voici le volume horaire et les disciplines enseignées en Hippocagne, à savoir 5 heures de lettres, 4 heures de philosophie, 5 heures d'histoire, 2 heures de géographie, une langue vivante A, donc qui est enseignée à hauteur de 4 heures, une langue vivante B à hauteur de 2 heures, un cours de culture antique à hauteur d'1 heure, des langues anciennes, latin ou grec, et 2 heures d'éducation physique et sportive. Et vous le voyez, cet enseignement musical qui est avec un volume horaire de 6 heures, qui est donc très important, qui est même d'ailleurs, si on le choisit, l'enseignement le plus important en termes de volume horaire, vient se surajouter à ces différentes disciplines, pardon, et à ce titre-là participe de cette culture qui est enseignée en classe préparatoire littéraire au sein de cette première année. L'Hippocagne, c'est bien la première année de ce parcours en classe préparatoire littéraire. Vient ensuite la cagne. Alors, il y a 2 cagnes. La cagne qu'on appelle classique, qui en fait met l'accent sur les langues anciennes et bien sûr les autres disciplines qui sont affichées toujours. 5 heures de lettres, 6 heures de philosophie, 4 heures d'histoire, 5 heures de langue vivante A, 4 heures donc de langue ancienne et 2 heures de PS. Et donc la musique vient toujours se positionner avec 6 heures en 2e année. Et par opposition, si on peut dire, à cette cagne classique, il y a la cagne moderne qui permet de présenter l'École normale supérieure de Lyon, donc Lyon sans sciences humaines, avec un parcours qui est un petit peu différent. On a enlevé les langues anciennes et on a remplacé par de la géographie, le volume horaire de chaque discipline légèrement dispatché différemment, 5 heures de lettres, 4 heures de philosophie, 2 heures d'histoire, 2 heures de géographie, 5 heures de langue vivante A et 2 heures de PS, et toujours ces 6 heures de musique qui sont vraiment à chaque fois le cœur de l'option que l'on choisit pour la suite. Je vais y revenir dans quelques instants également. Alors, quel contenu finalement au sein de cette option musique ? En Hippocagne, il y a d'abord un enseignement de 2 heures d'histoire de la musique toutes les semaines, 2 heures ensuite consacrées à de l'analyse musicale, du commentaire d'écoute et de la pratique instrumentale ou vocale bien sûr, et 2 heures d'écriture musicale. In fine, l'objectif restera en 2e année de présenter les écoles normales supérieures avec ces disciplines qui sont présentes au sein du concours. Je vais y revenir dans quelques secondes. L'histoire de la musique, l'objectif de la première année est de tisser un fil d'histoire de la musique qui débute au Moyen-Âge et qui est déroulé jusqu'au début du XXIe siècle. Pour donner ce socle large, bien sûr, nous ne pouvons pas approfondir tous les courants musicaux, ce n'est pas l'objet de l'Hippocagne. L'approfondissement sera plutôt l'objet de la 2e année et nous allons donc y revenir. À Toulouse, nous avons une spécificité, c'est que nous alignons l'enseignement de l'analyse musicale et du commentaire d'écoute sur l'enseignement de l'histoire de la musique, c'est-à-dire que lorsque l'on s'intéresse à une période précise, par exemple la musique baroque, mais les commentaires d'écoute et les analyses musicales qui seront effectuées seront en lien avec la période étudiée.
Les classes d'écriture musicale, c'est l'harmonie, simplement dans le cadre de cette première année. En deuxième année, la musique en cagne classique, c'est à peu près la même chose. Histoire de la musique et analyse sont regroupées pour répondre aux attentes des jurys des écoles normales supérieures, à savoir les questions de concours. Cette année, pour information, ce sont les questions suivantes qui sont proposées. Rameau, théoricien et compositeur, et la naissance de l'opéra allemand de Singspiel Romantische Oper. Ce sont des questions tournantes et des questions qui sont renouvelées donc tous les 2 ans. Il y a en parallèle 1 heure de commentaire d'écoute qui est préparée toutes les semaines et 1 heure d'enseignement de l'écriture musicale. L'objectif étant bien sûr de préparer au concours de l'ENS de la rue d'Ulm dans ce cas-là. Lorsque l'on prépare une cagne moderne, on prépare un concours qui est légèrement différent. C'est le même contenu pour l'histoire de la musique et l'analyse musicale, mais il y a 1 heure de pratique instrumentale toutes les semaines avec l'objectif de présenter l'école normale de Lyon, puisqu'à l'oral, il y a une épreuve de pratique instrumentale ou vocale avec un contenu particulier à travailler. Et il y a aussi 1 heure d'écriture musicale pour là aussi préparer l'oral, puisqu'il y a une épreuve d'écriture qui doit être faite en 2 heures avec ensuite une sorte d'entretien avec le jury autour de la pièce que l'on a pu écrire. Ensuite, que faire après une option musique en classe préparatoire aux grandes écoles? Alors, on peut d'abord, l'objectif premier, c'est de rentrer dans ces grandes écoles. D'abord, on peut rentrer bien sûr dans les ENS avec aussi des écoles qui sont de label étant la banque d'épreuves littéraires. Il s'agit d'une superposition de concours d'entrée dans diverses écoles, comme par exemple les IT, l'IDIC, qui sont des écoles de traduction, le CELSA, qui est une école de communication, l'IFMAP, qui est une école de management, ou encore les écoles de commerce type HEC, ESCP, par le biais du concours qui est dédié pour les élèves de prépa littéraire. Il y a aussi la possibilité de rentrer en 2e et 3e année selon les 3 formats des ENS, à savoir le concours CPGE, le concours normalien étudiant qui est lié à un projet de poursuite d'études assez spécifique, et nous y reviendrons si nécessaire, et ensuite le fait de pouvoir faire au sein des écoles normales supérieures un master. Et il y a toujours donc les écoles de label que l'on rentre côté jaune au moment de la fin de la L2, c'est-à-dire donc à la fin de la cagne, ou à la fin de ce qu'on appelle le cubage, c'est-à-dire l'année de cube qui consiste à refaire une année de cagne, mais avec des ECTS qui seront aussi délivrés spécifiquement pour cette année, ce qui fait qu'on ne perd pas une année dans la construction de son parcours. Il y a aussi la voie universitaire. Alors cette voie universitaire, à la fin de l'hypocagne, si un étudiant ne veut pas rester pour faire la cagne et qu'il décide d'aller vers d'autres études, il peut tout à fait aller en licence 2, et j'ai mis tout avec cet astérix, ce sont toutes les disciplines qui ont été suivies en première année. C'est-à-dire un étudiant qui aura suivi par exemple une option musique pourra très bien rentrer en licence 2 de lettres modernes ou de lettres classiques. Dans le cadre de la sortie à la fin de la cagne, il peut aller vers la licence 3, toutes plus les doubles licences, c'est-à-dire toujours ce tout avec cet astérisque, mais aussi des licences sélectives, avec justement où on choisit des profils très particuliers. Enfin, après l'année de cube, si on refait l'année de cagne, on peut rentrer en master 1 en ayant validé 1 ou 2 matières bien spécifiques, en partenariat avec les universités avec qui nous fonctionnons, ce qui permet finalement de pouvoir envisager des parcours qui seront transdisciplinaires par la suite. Enfin, il y a la voie musicale. Un élève qui a suivi une hypocagne et une cagne, mais parfois envisage de continuer ses études dans un CRR pour pouvoir finalement monter son niveau dans certaines disciplines qu'il a pu aborder dans le cadre de ses études musicales en classe préparatoire aux grandes écoles. Les classes d'analyse, de culture ou d'écriture musicale sont souvent propices à une arrivée d'élèves au sein des CRR. Il nous arrive parfois d'envoyer directement des élèves dans les CNSM et aussi dans les pôles supérieurs, parce que ce sont des élèves qui ont parfois un parcours musical en parallèle de la prépa, même si c'est toujours difficile parce qu'il y a un volume horaire très important de travail en prépa qui est parfois difficilement combinable avec ce que l'on peut faire en parallèle pour un conservatoire. Mais tout de même, il est arrivé que des élèves rentrent en classe d'esthétique, en classe d'analyse et en classe d'écriture musicale à la suite d'études entreprises dans le cadre de l'option musique de prépa. Et certains donc rentrent ensuite en pôle supérieur également.
Pour terminer rapidement, un élève qui veut venir en classe préparatoire aux grandes écoles doit être élève de terminale ou avoir fait une année de césure ou une année parfois en université. C'est tout à fait possible. Il nous arrive d'accueillir des élèves venant d'université, même si c'est bien sûr plutôt rare. L'idée est de passer par Parcoursup et par le biais de cette candidature, les dossiers sont traités, sont examinés par des commissions au sein des deux établissements, Fermat et Saint-Sernin. Nous choisissons les dossiers qui semblent le mieux répondre aux attentes que nous avons pour ensuite accepter ces dossiers et la permettre de suivre ces enseignements. Je précise un dernier point, c'est qu'une classe préparatoire littéraire est un parcours exigeant. Disons qu'on recrute régulièrement des élèves qui sont vraiment d'excellents d'excellents élèves de lycée, d'excellents élèves qui sont en capacité de mener de front un enseignement dans différentes matières littéraires et en même temps tenir un enseignement musical où là, bien sûr, nous choisissons aussi des élèves qui ont un certain bagage musical et non pas des élèves qui sont en capacité de juste débuter. On ne peut pas prendre de débutants du fait que nous préparons au concours de l'école normale supérieure et qu'il y a un niveau musical absolument à gagner. Donc, on est obligé de faire ce choix-là. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur cette présentation. Je me tiens à votre disposition pour toute question à travers le chat ou directement sur le courriel, l'adresse électronique qui est notée en bas, où vous pouvez flasher le QR code et vous pourrez à ce moment-là directement aussi m'écrire à travers le site où renvoie ce QR code. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci. Nous avons une question. Vous parlez de classe préparatoire littéraire avec la musique, mais y a-t-il d'autres classes préparatoires que littéraires? Alors, si je ne me trompe pas, il y a un parcours qui est un petit peu différent à Chalon-sur-Saône, avec une prépa scientifique, et l'objectif est ensuite d'aller vers les métiers du son. Et ce n'est pas la même formation, c'est-à-dire vraiment, les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Là, vraiment, si on veut pouvoir continuer sur un cursus qui est un cursus musicologique pour ensuite aller vers les concours d'enseignement ou aller vers la recherche, là, c'est vraiment la CPGE avec profil littéraire qu'il faut envisager. Je voulais compléter effectivement. Donc, il y a une classe préparatoire spécifique, scientifique et musique, effectivement, à Chalon-sur-Saône. C'est la seule, a priori. Et effectivement, elle est complètement en lien avec le conservatoire parce que il y a tout un travail sur les métiers du son et ça débouche sur les écoles d'ingénieurs du son. C'est effectivement l'objectif de cette école et je vous invite à écouter du coup, à revenir sur le webinaire du 12 janvier où la CPGE de Chalon était présente. Merci en tout cas beaucoup pour cette présentation de la classe prépa aux grandes écoles littéraires, puisqu'en fait elle est quand même, il en existe. Et d'ailleurs, on a une question sur les enseignements de spécialité préconisés. Et je rajouterai en complément, quid pour les élèves qui sortent de la section S de TMD que vous avez aussi à Saint-Cernin? Alors, d'abord, les enseignements de spécialité, on est de plus en plus aujourd'hui accueillant vis-à-vis de l'ensemble des spécialités. C'est-à-dire, il n'y a pas de spécialité absolument indispensable à avoir suivie dans le cadre d'une première et d'une terminale. On est extrêmement ouvert. Il arrive que nous ayons même aussi, et c'est très régulier, voire je dirais presque que c'est majoritaire, des élèves qui n'ont pas suivi l'enseignement musical en tant qu'enseignement de spécialité au lycée. Donc, on est extrêmement ouvert et on accueille tout le monde de ce côté-là. Il n'y a pas de choix spécifique concernant la prépa littéraire. Il est évident que ensuite, certains enseignements sont plus propices, mais malgré tout, on a tous les profils qui sont possibles. Quant à la S2TMD, c'est très récent, mais nous acceptons aussi complètement les élèves qui viennent de S2TMD. Il y a des précédents qui étaient un peu à la marge et l'inspection générale a tranché là-dessus, ce qui fait que nous acceptons bien sûr les élèves de S2TMD à bras ouverts. Merci beaucoup. Mais écoutez, je pense que c'est assez complet. Ça a permis ça permet de mettre un peu le focus sur cette proposition qui est un peu, qui est rare. Hein, on l'a vu, et qui peut effectivement apporter des vraies solutions pour notamment des jeunes qui sont excellents élèves à l'école, qui hésitent à faire une classe préparatoire, mais qui savent pas comment combiner
leur parcours artistique d'un côté et ce parcours scolaire excellent. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Je vous propose que l'on passe la parole, on continue notre petit tour et on continue dans le sud avec cette fois-ci la formation au DE de danse de Bordeaux, effectivement du PESMD. Donc Célia qui va nous proposer ces éléments-là. Alors bonjour à tous. Je souhaitais, mais Muriel, je suis navrée. On a un joli PowerPoint. Est-ce que je pourrais vous le transmettre? Bien sûr. Comme ça, on l'intégrera. Voilà. Bon, c'est pour ne pas perdre de temps. Moi, je remercie Grégory Beaumont parce qu'il a bien présenté et détaillé le diplôme d'État. Donc, ça me permet de parvenir, en tout cas, sur tous ces éléments. Et simplement, nous rentrer dans le vif du sujet, en fait, que le PESMD, nous, on propose un double diplôme. Voilà. On a la licence danse à l'Université Bordeaux-Montaigne et on a mutualisé les maquettes, les enseignements. Et on a cette proposition, car la plupart de nos étudiants aujourd'hui font ce double parcours, le parcours licence danse, enseignement supérieur et le parcours diplôme d'État, ministère de la Culture. Voilà. Pour rentrer donc en licence danse au PESMD à Bordeaux, nous, on a des étudiants qui, c'est maintenant, sur Parcoursup, donc des lycéens font des vœux et choisissent la licence danse à Bordeaux-Montaigne. Cette licence danse, nous, on les sélectionne parce qu'on a un numerus clausus de 30 étudiants chaque année pour une entrée en licence 1. Et on a à peu près 300 demandes chaque année. Ça dépend. Avec ces 2 dernières années, c'est un peu moins. Et on a eu des demandes un petit peu plus fortes, voilà, sur d'autres années. Ils ont à nous renseigner, évidemment, sur un parcours scolaire. On demande, évidemment, une vidéo de 2 à 3 minutes qui renseigne évidemment pour nous, et ça nous permet que les étudiants ne se déplacent pas dans un premier temps. Et on peut évaluer leur niveau de danse. Et on demande des prérequis équivalents à peu près à une fin de cycle 2. Et ça tombe bien, car actuellement, le ministère de la Culture a mis en place une nouvelle formule de AT. Donc, ces étudiants qui souhaitent passer le AT après une variation de fin de cycle 2. Donc, moi, je les dirige un petit peu pour qu'ils puissent voir les prérequis sur le site du ministère de la Culture vers cette variation de fin de cycle 2 dans les 3 esthétiques, classique, jazz ou danse contemporaine. Et ensuite, quand ils sont sélectionnés dans le classement de Parcoursup, on les invite à nous rencontrer, à venir sur une journée audition qui finalise le classement qui se déroule début mai à l'Université Bordeaux-Montaigne. Voilà. Donc, cette première année de licence 1, nos étudiants, on les forme, on les prépare aussi à l'EAT, s'ils ne l'ont pas encore obtenu, ou s'ils n'ont pas un DEC, comme nous l'a précisé Grégory, qui est l'équivalent de l'EAT. Et ils ont une année de formation avec, évidemment, aussi tous les enseignements ils ont de l'histoire de la danse, ils ont de la choréologie, enfin voilà, leurs journées sont denses et riches parce que le programme universitaire l'est aussi. Ils ont des mutualisations de cours avec la licence théâtre et la licence cinéma. Donc, ils ont des cours mutualisés en amphi. Et nous, chez nous, on leur propose évidemment tout ce qui est pratique de la danse. Donc, ils ont une année sur cette première année de licence. Ils se préparent à passer leur EAT. Et s'ils ont leur EAT, ils sont pris, parce que la plupart chez nous, évidemment, veulent poursuivre vers le diplôme d'État. Ils sont pris en diplôme d'État première année et ils peuvent poursuivre une licence deuxième année à l'université. Je ne reviendrai pas sur le diplôme d'État première année, Grégory l'a bien expliqué. Et ensuite, s'ils ont, suite à cette première année du diplôme d'État, ils continuent vers une deuxième année du diplôme d'État, licence 3.
Voilà. Je mets un petit peu l'accent sur notre double diplôme parce que vraiment, on s'est renseigné et en France, on est les seuls vraiment à proposer cette suite dans cette même université à Bordeaux-Montaigne et chez nous, PESMD, donc préparation à l'EAT, diplôme d'État première année, diplôme d'État deuxième année. Juste pour avoir un petit peu des chiffres, parce que l'année dernière, on avait 18 étudiants en diplôme d'État deuxième année, et sur ces 18, 16 étaient aussi inscrits en licence 3. Donc, ils ont eu leur licence 3. Et après cette licence 3, sur les 18, 16 ont eu leur diplôme d'État. 2 ne l'ont pas obtenu l'année dernière. Et sur ces 16 étudiants qui ont obtenu leur diplôme d'État, on en a 12 qui sont partis vers des masters MEF, comme on a pu le citer précédemment. On a eu des masters en sciences de l'éducation, on a des masters en art du spectacle, on a des masters en ingénierie du spectacle vivant. Voilà. Donc, on s'aperçoit de plus en plus que les étudiants, ils ne se contentent pas d'avoir un diplôme d'État, mais ils poursuivent vraiment leurs études. Et puis, cette ouverture qu'ils ont eue vers... l'université, tout ce que propose l'université, la recherche, et c'est un parcours, qui les emmène à vouloir poursuivre ces études. Voilà, donc ça c'était vraiment un premier point sur la mutualisation et ce double diplôme d'État et licence 3 et licence danse. Et ensuite, nous, comme l'a souligné tout à l'heure Muriel, on a créé sur le territoire et dans notre grande région Nouvelle-Aquitaine des partenariats précieux et qui sont source aussi après de travail, d'engagement pour nos étudiants, que ce soit dans des lieux culturels, dans des écoles de musique, dans des conservatoires à rayonnement départementaux, régionaux. Voilà, c'est important de le souligner parce que ça vient de ces partenariats-là. Donc, par exemple, pour nos licences première année, un gros partenariat est fait aussi. Alors, on dépasse la Nouvelle-Aquitaine avec le CNSMD de Paris, avec les 2 systèmes de notation Laban et Benech, qui chaque année, nous, on reçoit un étudiant en master, soit en notation Laban, soit en notation Benech, et qui vient travailler avec nos étudiants qui sont en licence 1. Ce partenariat a été partagé avec le CRR de Bordeaux, qui aussi, alors s'ils n'ont pas Laban, nous on a Laban, eux ils ont Benech, voilà, on essaye de trouver une routine où nos étudiants peuvent éprouver les deux systèmes de notation. Et ce partenariat, on l'a multiplié avec le CDCN, la manufacture à Bordeaux, qui nous reçoivent pendant 3 jours de résidence et qui nous accueillent. Ils mettent à disposition vraiment leur salle de spectacle et des régisseurs plateaux, des régisseurs pour que nos étudiants puissent se produire et donner un projet aussi spectaculaire. Voilà. Et ce partenariat, on le multiplie pour nos DE2, le diplôme d'État deuxième année, licence 3. Et on a travaillé l'année dernière avec Olivia Granville, qui venait d'être nommée au CCN de La Rochelle, qui nous a fait vraiment l'honneur et le plaisir de venir travailler avec nos étudiants. Et ça a donné aussi une restitution au plateau CDCN de la manufacture. Cette année, on reçoit le CCN Malandin Ballet-Biarritz et c'est une transmission du boléro de Thierry Malandin. Voilà, tout ça fait partie d'un partenariat qu'on appelle aussi avec Lise Saladin, la directrice déléguée de la manufacture, écrire et transmettre la danse. Voilà, ça nourrit nos étudiants de cette question qu'est la transmission. Qu'est-ce que la transmission? Qu'elle se fasse par l'écrit, qu'elle se fasse par des danseurs, par des transmetteurs, par des chorégraphes. Voilà, on vient nourrir aussi leur formation avec tout ça. On a des partenariats avec l'Opéra national de Bordeaux qui crée de l'emploi sur nos étudiants qui sont en formation. L'année dernière, ils ont participé à
au moins 10 représentations dans la fille mal gardée. Et on avait 5 étudiants choisis par Éric Quilleret, le directeur, qui ont pu participer à un travail de la scène, vraiment à partager et éprouver ce qu'est la scène avec des danseurs professionnels, parce que nous, on ne forme pas encore au DNSPD, mais on forme au diplôme d'État. Donc, voilà, c'est tous ces enrichissements de ces partenaires, mais pas que. Là, je parle des partenaires sur les projets chorégraphiques, mais on a aussi des partenaires. On a développé des partenaires pour des projets pédagogiques avec des écoles de musique et de danse du territoire, que ce soit pour nous, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, c'était important de les intégrer et d'aller les chercher, parce qu'il fallait les chercher. Ils se sentaient un petit peu seuls, de pouvoir aussi proposer des classes d'application à ces enfants qui sont en apprentissage de la danse dans ces écoles de musique. Donc, on a pu créer des partenariats avec aussi l'éducation nationale, je ne l'oublie pas, la DSDEN, qui nous soutient en tout cas dans ces développements, pour aussi aller travailler dans les écoles, que ce soit des écoles primaires ou des écoles maternelles. On reçoit, nous, au PESMD, depuis très longtemps, des écoles qui viennent à raison d'au moins 10 accueils dans l'année. On les accueille 10 fois, ces enfants. Ils ont un vrai parcours danse pour des classes d'application en éveil-initiation. Et on l'a développé parce que certaines écoles étaient un petit peu éloignées, que le coût des transports étant compliqué à mettre en place des bus. Donc, ce sont nous, donc nos formateurs et nos étudiants qui nous déplaçons dans ces écoles de musique et de danse. Voilà. On a développé aussi des partenariats de projets donc avec ces mêmes villes où nous proposons des projets chorégraphiques de nos étudiants qui a raison là, cette année. Oui, je pense qu'on a au moins 10 scènes qu'on peut proposer à ces écoles, ce qui permet aussi d'avoir une visibilité du PESMD et de l'enseignement de la danse envers des publics qui ont un travail en amateur et qui peut-être auraient aussi envie, plus tard, de se destiner à intégrer le PESMD. Voilà, j'ai fait le tour brièvement. Je ne sais pas, Muriel, peut-être que… Merci Célia. Je vais juste passer, pendant que vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le fil QR, parce que vous avez quelques petites questions qui sont excessivement spécifiques et personnelles. Donc, je vous propose d'y répondre pour pouvoir passer la parole tout de suite à Yannick, qui a, lui, une contrainte aussi. Et puis ensuite, on reviendra éventuellement sur certaines questions, sur l'EAT notamment, et le filage et le tuilage, en fait, EAT et licence 1, licence 2, etc. Yannick, un petit retour sur le CFEDEM de Rouen. Alors, je vais être très, très bref parce que d'abord, mes collègues de Lille pour le CFMI et de Metz ont déjà dit énormément de choses et ça ressemble évidemment très fort puisque c'est des formations semblables. Alors, quelle différence avec Rouen? Peut-être que la première chose à savoir, c'est que le CFEDEM de Normandie est à Rouen, il n'est pas à Metz. Donc, c'est important de choisir ses études aussi en fonction de son lieu géographique, des possibilités d'accès. Nous avons, nous aussi, beaucoup d'étudiants qui viennent de régions parisiennes. Nous sommes hébergés dans le campus de l'Université de Rouen-Normandie. Je peux vous présenter, c'est accessible à 10 minutes depuis la gare. Donc, c'est vrai que ça, c'est des choses qui comptent beaucoup. On a également des partenariats. Qu'est-ce qui change? Peut-être que nous avons… notre diplôme d'État est reconnu par l'université, ce qui permet après d'intégrer un master en sciences de l'éducation, par exemple. Il y a une passerelle assez directe. Les autres spécificités, c'est peut-être que nous sommes accrédités à tout, comme Metz, toutes les disciplines, domaines et options qui existent, que nous cherchons à faire en sorte que nos épreuves d'entrée et notre formation soient adaptées aux esthétiques musicales représentées. Donc là, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens en musique actuelle amplifiée, par exemple, mais c'est vrai que nous cherchons à ce que les épreuves et le contenu de les formations ne soient pas que des formations pour les musiciens classiques, puisqu'on a en Occident, c'est vrai, une tendance, de par nos formations,
penser que l'histoire de la musique, c'est l'histoire de la musique classique savante occidentale. C'est une histoire de la musique, faudrait-il dire. Elle est très importante dans notre secteur et surtout au ministère de la Culture, puisque on est en France, bien sûr. Mais nous cherchons à représenter toutes ces disciplines. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une partie de notre formation qui est en distanciel et de plus en plus importante. Et puis d'autre part, qu'une grande part de la formation se fait par projet. Projet artistique, projet pédagogique, et la logique de projet dont a parlé notre collègue de Lille, c'est exactement le même système. Voilà, donc c'est ça que j'ai à dire en plus. Et le reste, ma foi, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut sur notre site internet. Nos épreuves sont plus tardives, et nos inscriptions sont plus tardives, et pour nous également, nous avons des réunions d'information en visio. Mais avec l'énorme publicité que nous fait Fuse, évidemment, nous n'aurons même plus besoin, tous les établissements que nous sommes là-haut ce soir, de proposer des réunions d'information, puisque tout est déjà extrêmement bien dit et mis en forme. Alors, sur le fil, j'ai essayé de répondre en effet à tout ce à quoi je pouvais répondre, mais pour ce qui concerne la danse, je laisserai Célia plutôt ou Grégory répondre. Je pense que ça sera plus juste. Voilà. Très, très grand merci. Merci beaucoup. Peut-être vous rappelez bien que, par contre, le CFEDEM en musique, contrairement au CFMI, donc on peut l'intégrer après le bac. Exactement, juste après le bac. Juste après le bac. Oui. Donc c'est important, notamment, ce sont des études supérieures accessibles dès le bac. Dès le bac. Il faut un DEM ou un équivalent. C'est-à-dire, je redis ce qui a déjà été dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important pour des candidats. Si vous ne remplissez pas les conditions, pour plein de raisons, et surtout que l'apprentissage de la musique, alors en classique, c'est moins le cas, parce que si vous n'avez pas de DEM en piano, on ne vous prendra pas. Hein. Mais par contre, si vous n'avez pas de DEM en piano parce que vous avez fait des études à l'étranger, évidemment, il faut venir rencontrer les établissements, en tout cas les contacter. Et dès que vous n'avez pas les conditions requises pour rentrer, ne vous dites pas que ça n'est pas pour vous. Posez d'abord la question parce que nous sommes dans des métiers très spécifiques et les profils sont forcément singuliers. Donc, attachez-vous à faire valoir votre singularité. C'est aussi là une posture artistique. Un élève qui est en CPES, qui n'a pas son DEM, mais parce qu'il est rentré dans le conservatoire directement en fait en CPES. Oui. Le fait d'être scolarisé, c'est automatique. Et oui, par contre, il ne peut pas être, évidemment, il faut le bac. Hein. Il peut pas avec le bac. Oui, il faut le bac ou un équivalent, ou un diplôme d'accès aux études universitaires ou autre. Mais pour ce qui concerne la musique, les conditions d'accès dépendent évidemment, comme il y a un concours d'entrée, ça dépend du niveau réel. Les gens sont sélectionnés par un concours d'entrée, et ça, un concours ou un examen, quand c'est de la formation continue, ça s'appelle un examen dans les textes réglementaires, mais c'est très différent de la danse. Et le SAS d'entrée en danse, c'est le AT ou un DEC. Pour la musique, c'est le DEM ou équivalent, mais l'équivalence peut être décidée par le conseil des études ou l'instance qui décide de l'intégration possible, enfin de la possibilité pour les gens d'accéder au concours. Et comme il y a un concours, c'est la raison pour laquelle, pour entrer dans un CNSM en DNSPM, vous pouvez ne pas avoir le bac, puisque ce qui compte, c'est vos compétences musicales. C'est l'excellence qui est observée au cours du concours d'entrée. Donc, en tout cas, si vous n'avez pas les conditions requises, posez quand même des questions, et des questions précises qui ont trait à la singularité de votre parcours. C'est toujours mieux que de se dire que ce n'est pas pour vous. C'est très important de le dire. Peut-être une dernière question pour l'ANESCAS, là, cette fois-ci. Oui. Combien reste-t-il de CFEDEM, donc de centres de formation au diplôme d'état de musique ou de danse, qui ne soient pas intégrés dans un pôle supérieur? Donc, il faut bien aller rechercher dans la carte combien il en reste, en fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un pôle supérieur, ça s'est appelé pôle supérieur, mais maintenant, ça s'appelle autrement. Par exemple, à Lille, ça s'appelle École supérieure musique et danse. Donc, c'est tout simplement un cursus qui a combiné un diplôme interprète, DNSP,
je parle là pour la musique, DNSP-M, et un diplôme d'État. Et les établissements qui ne dispensent pas de formation qui conduit au diplôme interprète, DNSPM, s'appellent encore des CFEDEM ou parfois d'autres noms. Par exemple, à Metz, ça ne s'appelle pas CFEDEM, et pour autant, puisque c'est intégré à une école d'art plastique, et donc ça ne s'appelle pas CFEDEM, mais pour autant, c'est comme si c'était un CFEDEM, puisqu'il ne porte pas le DNSPM. Donc, combien reste-t-il de CFEDEM ces noms-là? Il y a encore Lyon et Rouen, c'est-à-dire 2. Combien reste-t-il de formations, d'établissements qui ne dispensent que des formations DE et pas DNSPM? 3. Merci beaucoup. Du coup, je pense qu'on a les éléments. J'aurais une question aussi. Pardonnez-moi, je redis, effectivement, quels que soient les établissements, nos étudiants sont intégrés dans les métiers, essentiellement dans les métiers de la médiation et de l'enseignement. Bien sûr. C'est quand même le vecteur majeur d'emploi, majoritaire d'insertion professionnelle. Bien sûr. J'avais encore la question subsidiaire qui s'adresse en particulier d'ailleurs à Grégory et à Célia, parce que c'est important en danse. Quel est le coût des études? J'ai pas pensé à poser la question non plus pour C'est une très très bonne question. Et en danse, c'est primordial comme question. Dans les établissements publics, c'est quand même beaucoup moins cher que dans les établissements privés. Et heureusement, le service public est là pour ça. Alors, les tarifs varient. Je vais laisser Célia et Grégory répondre, hein, mais ce n'est pas du tout les coûts de l'enseignement privé qui conduit au diplôme d'État. Célia? Chez nous, au PESMD, donc seulement si on prend sans la licence, le parcours de la première année de 300 €, plus 50 € de frais statutaires. Et sur le diplôme d'État première année, pareil, on paye aussi des 50 € de frais statutaires pour l'année. Et l'année revient à 450 €. Et de même pour le diplôme d'État deuxième année, 450 € si on est en formation initiale. Et ensuite, si on vient par le biais de la formation continue, comme on a parlé tout à l'heure, Grégory, là, on est sur d'autres tarifs, mais il y a une prise en charge qui peut être faite soit par, si vous avez un compte CIF, un compte personnel de formation. Un CPF. Ça s'appelle, ça va s'appeler encore autrement. Ou aussi, si on est pris en charge par l'AFDA, si on est intermittent du spectacle, enfin voilà, ou par même le Pôle emploi finance aussi. Voilà, donc il faut oser franchir la porte de la formation continue et leur demander voilà, un plan de formation qui sera accompagné évidemment d'un plan de financement selon voilà, son cas. Voilà, je crois que les gens qui assistent aujourd'hui ne sont pas tellement concernés par la formation continue, peut-être un petit peu moins. En tout cas, les tarifs, c'est autour de ça. Au CNSM de Paris et de Lyon, c'est autour de 500 € par an. À l'ESAL, je ne sais pas combien c'est, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est plus cher que l'université, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enseignement supérieur culture, c'est un enseignement cousu humain. C'est un enseignement dans lequel les étudiants sont ultra accompagnés. C'est un enseignement, ce sont des formations dans lesquelles on connaît tous les étudiants. Il n'y a pas d'étudiants anonymes. Il n'y a pas d'étudiants dans une immense classe par 40. Jamais, jamais, jamais. Ce sont des petits groupes en formation. Ce sont des gens dont on suit le parcours de A à Z, c'est-à-dire de l'entrée, même pré-entrée pour les conseillers, jusqu'après l'insertion professionnelle. On les accompagne, on a souvenir d'eux. Ce sont des personnes en formation, ce ne sont pas seulement des étudiants en formation. Et ça, quel que soit l'établissement supérieur culture que vous intégreriez. C'est très important de le dire. Ce sont des études pour des personnes. Ça a à voir avec la petitesse de l'enseignement supérieur porté par le ministère de la Culture, bien sûr. Puis ça a à voir aussi avec le type de formation. On forme des gens dont on recherche une personnalité, dont on recherche une capacité à avoir une parole artistique, un propos artistique, et avoir une personnalité dans un conservatoire, une école de musique ou de danse. Et pour cela, eh bien, on recherche cette
personnalisation des parcours. Merci beaucoup. Peut-être une question pour Célia du coup, qui est une question très spécifique, hein, puisque donc il y a une jeune fille qui souhaite se présenter, qui est originaire des DOM et qui pose du coup la question s'il y a possibilité de choisir une autre date que le mois de mai, parce que en fait ils dépendent du centre de Lille pour le AT, je pense. Non, mais alors, quand justement pour ces étudiants, et puis pas que, mais quand ils viennent de loin, on redemande, on crée des conditions spécifiques, en tout cas pour cette journée d'audition. Malheureusement, on ne peut pas changer la journée d'audition parce que c'est l'université qui aussi nous impose des dates. Et on fait aussi, nous, en fonction évidemment du planning du PESMD. Et on facilite évidemment, voilà. Donc ça, c'est des cas par cas. Enfin, genre, on les traite tous. Et quand des étudiants sont évidemment retenus après cette première phase de Parcoursup, on revient vers eux et on leur redemande une vidéo, on leur écrit, voilà, on se met en relation. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour l'éloignement. Voilà, aucune crainte par rapport à ça. Quand les choses doivent se faire et si l'étudiant a le niveau voilà, pour une entrée en licence 1, voilà, nous, on a déjà eu pris des jeunes filles et des garçons, c'est déjà arrivé, on a mis en place soit une autre demande de vidéo avec d'autres spécificités, mais on crée du distanciel et il n'y a pas de souci. Et il y avait une question aussi pour quelqu'un qui a peut-être déjà son EAT et qui souhaite rentrer en licence 2. Alors peut-être que ma réponse était, j'ai essayé, je voyais apparaître beaucoup de choses. C'est possible, mais cette demande ne se fait pas sur Parcoursup, elle se fait sur Apoflux. Sur Apoflux, il faut aller voir, Apoflux Bordeaux, Apoflux Bordeaux-Montagne. Mais ce n'est pas encore ouvert. Et bien entendu, c'est possible d'intégrer directement, si on a son EAT, d'intégrer une licence 2. Après, je me permets, selon le profil, et si vous n'avez pas fait d'études supérieures, c'est préférable, même avec un EAT, même avec un diplôme, un DEC, de commencer par la licence 1. Vraiment, je le dis fortement parce que cette licence 1 prépare aussi à une licence 2. Enfin, voilà, c'est un chemin. Enfin, il faut rentrer, faut y aller. Et parfois, on a des étudiantes qui arrivent en licence 2, mais qui n'ont pas eu les apprentissages et les modules de la licence 1. Et parfois, voilà, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je me permets, mais voilà. Mais c'est possible. Moi, j'ai reçu des étudiantes qui avaient déjà... par exemple, j'ai une étudiante qui a fait du droit et qui a voulu rentrer en diplôme d'État première année, licence 2. Et oui, évidemment, on l'a facilité. Elle avait le niveau et son EAT, donc aucun souci. Voilà. Merci. Yannick, peut-être une dernière question avant le départ et avant qu'on vous libère tous. D'ailleurs, est-ce que à Rouen, comment se passe le partenariat avec le conservatoire ? Alors, est-ce qu'il y a un partenariat, enfin, je veux dire, pour la pratique en fait, je vais être plus clair dans mon propos. Alors, le partenariat avec le conservatoire, il est riche et complexe. C'est-à-dire que pour ce qui concerne la formation artistique, la L1 est en combiné avec un parcours interprète porté par la musicologie et le conservatoire. Donc ça, c'est pour la L1, c'est le même cursus, on partage des cours, enfin, c'est très, très imbriqué. Et à partir de la L2, ceux qui choisissent le parcours DE, la formation artistique est par projet avec une spécificité de la formation. Et donc là, on n'est plus en lien direct avec le conservatoire. On peut faire appel à des formateurs, à des professeurs d'instruments venant d'horizons très, très différents. Voilà, mais on est quand même très, très étroitement en collaboration étroite, oui. Voilà, ça répond à votre question. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous quitte malheureusement.
C'est parfait et Merci pour ces... je remercie tout le monde en fait, tous pour je pense pour ce voyage dans le monde de la formation à l'enseignement, parce que en fait, on a vu quand même une grande diversité de diplômes, une grande diversité de formations, même s'il y en a qui sont similaires, bien sûr. Et heureusement, la pédagogie recouvre c'est aussi la formation à la pédagogie recouvre des compétences qui sont identiques, et donc évidemment, on va retrouver les mêmes items à peu près dans toutes les formations. En revanche, vous avez bien ça a permis de montrer qu'il y avait une diversité de voies de formation et une diversité de réponses aussi apportées, avec soit des partenariats licences, soit des formations complètement autonomes qui permettent, qui à l'inverse, au contraire, sont relativement insérées tout de suite dans le monde professionnel, soit des formations très universitaires ou encore très liées au monde scolaire, avec les formations au CAPES et à l'agrégation. Donc, écoutez, merci beaucoup. Et je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Et là aussi, l'idée est plutôt de susciter d'autres questions, et qu'il est de la curiosité aussi d'aller regarder vos sites et d'aller vous interroger aussi directement si besoin. Donc on mettra les liens à chaque fois vers les écoles. Et merci beaucoup à tous de vous être prêtés à ce petit jeu. Et les prochains à passer sur le grill seront l'art dramatique, qui est aussi tout un monde en soi. Et avec la complexité que là, la question n'est pas qu'est-ce que je fais, c'est comment je fais pour joindre l'enseignement supérieur en ayant le bac. Parce que le chemin est un peu différent de celui de la musique ou de celui de la danse. C'est pas les mêmes âges, en fait. Donc, merci beaucoup à tous. Et donc, rendez-vous le 16 pour le prochain webinaire. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci, au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée.